Le réveil sonna à 4h45, comme chaque matin depuis 7 ans. Élise Moreau ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa chambre, une pièce si petite qu'elle pouvait toucher les deux murs opposés en étendant les bras. À travers la cloison mince, elle entendait le ronflement du voisin du dessus, un livreur pakistanais qui rentrait toujours après minuit. Paris ne dormait jamais vraiment dans le 19e arrondissement. La ville ne faisait que changer de visage, passant de celui des travailleurs diurnes à celui des invisibles nocturnes. Elle se leva sans allumer la lumière, ses gestes automatiques après tant d'années de routine. Dans le minuscule salon qui servait aussi de chambre à Chloé, sa fille dormait recroquevillée sous une couette reine des neiges défraîchie, serrant contre elle un violon en peluche qu'elle avait reçu pour son dernier anniversaire. Élise s'arrêta un instant, comme chaque matin, pour observer ce petit visage paisible, ses boucles brunes emmêlées sur l'oreiller. 7 ans. Chloé aurait 7 ans et demi dans 2 semaines. « Dors, mon cœur !» murmura-t-elle en remontant la couette sur les épaules frêles de l'enfant. Dans la salle de bain, grande comme un placard, Élise se lava rapidement à l'eau froide. Économie oblige. Le chauffe-eau ne s'allumait qu'une fois par jour, le soir, pour le bain de Chloé. Elle observa son reflet dans le miroir terni. 32 ans, mais les cernes sous ses yeux en racontaient 40. Ses mains abîmées par l'eau de Javel et les produits chimiques semblaient appartenir à quelqu'un de bien plus âgé. Elle les cacha rapidement dans les poches de son jean. À 5 heures précises, elle frappa doucement à la porte de Madame Rousseau, sa voisine du dessous. La vieille dame ouvrit immédiatement, déjà habillée malgré l'heure, ses cheveux blancs impeccablement coiffés. « Bonjour Élise. Comment va notre petite ? Elle dort encore. Je la déposerai vers 6 heures, si ça ne vous dérange pas. Tu sais bien que non, ma chérie. Vas-y, tu vas être en retard. » Élise descendit les 5 étages à pied. L'ascenseur était en panne depuis 3 semaines et personne ne semblait pressé de le réparer. Dans la rue, le froid de novembre la gifla. Elle remonta le col de son manteau d'occasion, acheté aux Emmaüs de la porte de Clignancourt, et se dirigea vers le métro Ourscu. À cette heure, le métro appartenait à une tribu particulière. Infirmières de nuit finissant leur service, boulangers sentant la farine, agents de sécurité aux yeux fatigués, et femmes de ménage comme elle, reconnaissables à leurs sacs remplis de chaussures de rechange et de vêtements de travail. Elles ne se parlaient pas, mais se reconnaissaient dans un silence complice, unis par la même existence en marge des horaires normaux. Élise changea à République, puis à Concorde. Chaque station la rapprochait d'un autre Paris, celui des beaux quartiers, des vitrines illuminées, des immeubles haussmanniens aux façades impeccables. À Saint-Augustin, elle émergea dans le 8e arrondissement, où même l'air semblait différent, plus léger, presque parfumé. L'immeuble de Valmont Industries se dressait boulevard Haussmann, un édifice de 8 étages en pierre de taille, avec des balcons en fer forgé et des fenêtres aux encadrements sculptés. Au rez-de-chaussée, la boutique de joaillerie exhibait des colliers de diamants qui coûtaient probablement plus que tout ce qu'Élise gagnerait dans sa vie entière. Elle détourna les yeux, comme toujours, et se dirigea vers l'entrée de service, une porte discrète sur le côté marquée « Personnel ». « Bonjour Élise », lança Moussa le gardien de nuit, un Sénégalais jovial qui terminait son service. « Encore une belle journée pour faire briller les bureaux des riches. » Elle sourit faiblement. Moussa était un des rares à la traiter comme une personne plutôt que comme une fonction. « Toujours, Moussa, tu rentres te reposer ? Dormir, tu veux dire. 4 heures si j'ai de la chance, puis les enfants se réveillent. Tu connais ça. » Oui, elle connaissait. Dans le vestiaire du sous-sol, Élise retrouva ses collègues. Fatima, une Marocaine de 50 ans qui nettoyait les toilettes avec une fierté inexplicable. Carmen, une Espagnole volubile qui parlait toujours trop fort. Et Sylvie, une Française taciturne qui ne souriait jamais. Elles enfilèrent leurs uniformes bleus, attachèrent leurs cheveux, chaussèrent leurs baskets confortables. « On a les 3 étages du haut aujourd'hui », annonça Madame Beaumont, leur superviseur, une femme sèche d'une 60aine d'années qui portait son badge comme une médaille militaire. Le bureau de M. Valmont doit être impeccable pour 8 heures. Il a une réunion avec des investisseurs japonais. Élise hocha la tête. Le bureau du PDG était toujours sa responsabilité. Elle était la seule en qui Madame Beaumont avait suffisamment confiance pour cette tâche délicate. « Pas de traces, pas de poussière, pas d'odeur de produit », répétait-elle comme un mantra. Ces gens-là remarquent tout. L'ascenseur de service les monta au 6e étage. Les portes s'ouvrirent sur un univers de luxe silencieux.
Moquette épaisse étouffant les pas, murs lambrissés de bois précieux, œuvres d'art encadrées, plantes vertes parfaitement entretenues. Élise commença par les bureaux des assistantes, puis progressa vers les salles de réunion. Elle travaillait avec méthode, presque avec affection. Chaque objet était repositionné exactement comme elle l'avait trouvé. Chaque surface brillait sans reflets excessifs. Elle connaissait les préférences tacites de chaque occupant. Monsieur Dubois aimait que son sous-main soit parfaitement aligné avec le bord du bureau. Madame Lefebvre préférait que sa tasse soit placée à gauche de l'ordinateur, pas à droite. Monsieur Chen voulait que ses dossiers restent empilés dans un désordre apparent qui était en fait très organisé. À 7 heures, elle pénétra dans le bureau de Julien Valmont. C'était une pièce immense, avec des fenêtres donnant sur les toits de Paris et au loin la tour Eiffel qui pointait vers le ciel gris de novembre. Le bureau lui-même était en acajou massif, probablement ancien, avec des pieds sculptés en forme de griffes de lion. Des fauteuils en cuir Chesterfield Bordeaux faisaient face à une bibliothèque murale remplie de livres reliés. Sur un guéridon, un service à whisky en cristal scintillait. Mais ce qui attirait toujours le regard d'Élise, c'était la photo encadrée sur le bureau. Une femme blonde au sourire radieux, tenant un enfant dans ses bras. L'épouse de Monsieur Valmont, décédée 5 ans plus tôt dans un accident de voiture, d'après ce qu'Élise avait entendu. Chaque fois qu'elle nettoyait ce cadre, elle le faisait avec une délicatesse particulière, comme si elle manipulait une relique sacrée. Elle passa l'aspirateur sans bruit, épousseta chaque étagère, nettoya les vitres jusqu'à ce qu'elles soient invisibles, vida la corbeille où elle aperçut des brouillons de lettres froissées. Elle ne lisait jamais. Madame Beaumont avait été claire dès le premier jour. Ce que vous voyez dans ces bureaux ne sort jamais de ces bureaux. Discrétion absolue, où c'est la porte. À 7h45, le bureau était impeccable. Élise fit un dernier tour du regard, ajusta imperceptiblement le cadre photo qui avait été déplacé d'1 millimètre et sortit. Les couloirs commençaient à s'animer. Les premiers employés arrivaient, assistantes en talons qui claquaient sur le marbre, cadres en costume qui parlaient fort au téléphone, stagiaires nerveux qui se pressaient avec des gobelets de café. Élise se fit invisible, comme on le lui avait appris, rasant les murs, évitant les regards, disparaissant dans le paysage. À 8h30, sa journée à Valmont Industries était terminée. Elle redescendit au vestiaire, se changea, récupéra son sac. « À demain !» lança-t-elle à Fatima. « Inch'Allah !» répondit l'autre en souriant. Élise remonta à la surface, reprit le métro en sens inverse. À 9h, elle sonnait chez Madame Rousseau pour récupérer Chloé. « Maman !» L'enfant se jeta dans ses bras avec une force qui faillit la renverser. « Madame Rousseau m'a fait des crêpes. C'est gentil. Tu as dit merci ?»« Oui, et j'ai fait mes devoirs de lecture. » « Bravo, mon cœur. » Dans leur appartement, Élise prépara le petit déjeuner de Chloé. Tartines avec confiture premier prix, chocolat chaud fait avec de la poudre discount. Elle-même ne mangea qu'une pomme, prétextant ne pas avoir faim. En réalité, elle calculait. Chaque euro économisé sur elle était 1 euro de plus pour Chloé. À 9h45, elle accompagna sa fille à l'école primaire Jean Jaurès, à 3 rues de chez elle. Dans la cour, les autres mères discutaient par petits groupes, parlant des vacances de Noël qui approchaient, des cadeaux à acheter, des réveillons à organiser. Élise les saluait poliment, mais ne s'attardait jamais. Elle sentait le poids de leurs regards sur son manteau usé, ses chaussures réparées avec du ruban adhésif. « Maman !» dit Chloé en tirant sur sa manche. « Sophie dit qu'elle va à Disneyland pour Noël. Est-ce qu'on peut y aller, nous aussi ?» Le cœur d'Élise se serra. « On verra, ma chérie. Peut-être l'année prochaine. » « Tu dis toujours l'année prochaine, Go. Je sais, mais un jour promis. Allez, va jouer. Je te récupère à 4h30. » Elle regarda sa fille rejoindre ses camarades, ce petit corps maigre dans un anorak trop grand, un héritage de la fille de Madame Rousseau. Puis, elle tourna les talons avant que Chloé ne voie les larmes qu'elle refoulait. De 9h à 15h, Élise avait techniquement du temps libre. Mais le temps libre était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle rentrait chez elle, faisait le ménage de l'appartement, la lessive à la main pour économiser la laverie automatique, préparait le dîner à l'avance. Puis elle s'accordait 30 minutes, exactement 30 minutes, pour s'allonger sur le canapé défoncé et fermer les yeux. Parfois, elle dormait. Souvent, elle fixait le plafond en calculant. Le loyer, l'électricité, la nourriture, les frais de cantine de Chloé,
les cours de violon, les vêtements qui grandissaient trop vite. Chaque mois, elle jonglait avec les priorités, repoussant certains paiements, négociant des délais, vivant au bord du précipice financier. À 15h30, elle se préparait pour son deuxième travail. Elle changeait de vêtements, attachait ses cheveux différemment, mettait un peu de rouge à lèvres pour avoir l'air moins fatiguée. À 16h, elle poussait la porte du Café des Artistes, rue de Belleville, où elle travaillait comme serveuse jusqu'à 22h. « Salut Élise », lança Karim le patron, un Tunisien au grand cœur qui payait toujours en temps et en heure. « Prête pour la soirée ?»« Toujours. » Le café était un établissement modeste mais chaleureux, fréquenté par des habitués du quartier. Ouvriers qui prenaient leur bière après le travail, étudiants qui squattaient des heures devant un café, vieux messieurs qui jouaient aux cartes. Élise connaissait leurs noms, leurs habitudes, leurs histoires. Elle servait avec un sourire qui cachait son épuisement. Mais avant le service du soir, elle avait une mission sacrée, récupérer Chloé à l'école à 16h30. Elle courait littéralement de la station de métro à l'école, arrivait essoufflée, prenait sa fille par la main. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien. En mathématiques, j'ai eu 18 sur 20. C'est ma championne. » Elle ramenait Chloé à la maison, l'installait avec son goûter et ses devoirs. « Maman doit retourner travailler, mon cœur. Madame Rousseau va venir te chercher dans 1 heure, d'accord? Tu fais tes devoirs, tu ne regardes pas la télé avant qu'elle arrive. »« D'accord, maman. » À 17h30, Élise était de retour au café. À 22h, elle raccompagnait les derniers clients, aidait Karim à nettoyer et fermer. À 22h30, elle reprenait le métro. À 23h, elle frappait chez Madame Rousseau pour récupérer Chloé qui dormait déjà sur le canapé de la vieille dame. « Laisse-la dormir ici », proposait souvent Madame Rousseau. « Tu vas la réveiller. »« Non, merci, elle doit dormir dans son lit. » Elle portait sa fille endormie, montait les 5 étages, la couchait sans la déshabiller pour ne pas la réveiller complètement. Puis elle s'effondrait à son tour, trop épuisée même pour se doucher. Et le lendemain, le réveil sonnait à 4h45. C'était un mercredi après-midi, jour où Chloé n'avait pas école l'après-midi, que la routine fut brisée. Élise avait exceptionnellement pris sa pause au Café des Artistes pour accompagner sa fille à son cours de violon hebdomadaire rue Oberkampf. Le conservatoire municipal du 11e arrondissement était un bâtiment belle époque, un peu décrépit, avec des salles au parquet grinçant et des fenêtres qui fermaient de mal. Mais pour Chloé, c'était un palais magique. Ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle franchissait la porte. Élise la regarda disparaître dans la salle de cours, son petit étui de violon loué sur le dos. 50 € par mois, le cours et la location. 50 € qu'elle prélevait sur tout le reste, mais qu'elle n'aurait abandonné pour rien au monde. Chloé avait du talent. Son professeur, Madame Blanchard, le répétait souvent. Elle a l'oreille, elle a le sens du rythme. Avec du travail, elle pourrait vraiment progresser. Assise sur un banc dans le couloir, Élise attendait en feuilletant un magazine abandonné. D'autres parents patientaient aussi. Une mère en tailleur qui tapotait sur son smartphone, un père en jogging qui lisait Le Parisien. Ils ne se parlaient pas. Différentes classes sociales, différents mondes. Par la porte entr'ouverte, elle entendait les notes hésitantes du violon de Chloé, puis la voix patiente de Madame Blanchard. « Non, mon petit, l'archet doit être perpendiculaire aux cordes. »« Comme ça, regarde. » Puis les notes reprenaient, plus justes. Élise ferma les yeux, laissant la musique la bercer. Dans ces moments-là, elle oubliait presque la fatigue, les factures, les sacrifices. Elle imaginait un avenir différent pour Chloé. Des études, un vrai métier, une vie où elle ne compterait pas chaque centime. Madame Moreau? Elle sursauta. Madame Blanchard se tenait devant elle, Chloé à ses côtés. « Le cours est déjà terminé? »« Oui, écoutez, je voulais vous parler. Chloé a vraiment progressé ces derniers mois. Je pense qu'elle devrait participer au concert de Noël que nous organisons. Ce serait une excellente expérience pour elle. » Un concert? Les yeux de Chloé brillaient d'excitation. « Oui, le 20 décembre. Rien de formel, juste les élèves qui jouent pour leur famille. Mais il faudrait que Chloé vienne à quelques répétitions supplémentaires. Le samedi matin, c'est possible ?» Élise calcula rapidement. Le samedi matin, elle travaillait à Valmont Industrie. Madame Rousseau pourrait peut-être accompagner Chloé, ou elle pourrait demander à changer ses horaires, peut-être récupérer le dimanche. « C'est possible, dit-elle finalement. « Merci, madame, c'est très gentil. » Dans le métro du retour, Chloé ne parlait que du concert. «
Tu viendras me voir, maman? Tu viendras? Bien sûr que je viendrai, mon cœur. Je ne raterai ça pour rien au monde. Et on pourra inviter Madame Rousseau. On l'invitera, promis. Chloé se blottit contre elle, et Élise sentit une bouffée d'amour si intense qu'elle en eut mal à la poitrine. Pour cet enfant, elle aurait escaladé des montagnes. Pour ce sourire, elle aurait volé. Pour ce bonheur innocent, elle continuerait à travailler jusqu'à l'épuisement. Ce soir-là, après avoir couché Chloé, Élise s'assit à la minuscule table de la cuisine avec ses papiers étalés devant elle. Factures, relevés de comptes, calendrier des paiements. C'était le 28 novembre. Le loyer de décembre était dû dans 3 jours. Elle avait l'argent tout juste, mais ça signifiait qu'il ne resterait presque rien pour la nourriture de la deuxième quinzaine. Elle ouvrit son ordinateur portable d'occasion, un vieux modèle qui mettait 10 minutes à démarrer, et se connecta à son compte bancaire en ligne. Routinière vérification qu'elle faisait chaque semaine par précaution. Le chiffre qui s'afficha la fit sursauter. Solde actuel, 847 €. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal lu. Elle actualisa la page. Le chiffre resta identique. 847 €. Son salaire de Valmont Industries venait d'être versé. Elle le voyait dans l'historique des transactions. Mais au lieu des 847 € habituels pour sa quinzaine de travail, le virement indiquait 847 €, 1000 € de trop. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle vérifia l'intitulé du virement. Valmont Industries, salaire novembre 2024, deuxième quinzaine. 1000 €, 1000 € supplémentaires. Ses mains tremblaient sur la souris. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait la voir, la juger. Puis, ses yeux revinrent à l'écran, à ce chiffre incroyable, impossible, miraculeux. 1000 €. C'était le loyer de 3 mois. C'était l'opération dentaire de Chloé qu'elle repoussait depuis 6 mois parce que le dentiste voulait 800 € d'avance. C'était un manteau d'hiver neuf pour elle, des chaussures qui ne prenaient pas l'eau, peut-être même ce voyage à Disneyland dont Chloé rêvait tant. 1000 €. C'était la possibilité de respirer enfin, de ne pas calculer chaque centime, de ne pas avoir peur chaque fois qu'une facture arrivait. Elle ferma l'ordinateur brusquement, comme si l'argent virtuel allait s'échapper de l'écran. Une erreur. Ce devait être une erreur. Les ordinateurs se trompaient parfois. Les comptables aussi. Demain, elle appellerait le service de paie et il rectifierait. Il récupérerait l'argent, évidemment. Il ne fallait pas y penser. Elle alla se coucher, mais ne parvint pas à dormir. Dans l'obscurité, les chiffres dansaient devant ses yeux fermés. 847. 00. 847. 847. À 3 heures du matin, elle se leva pour vérifier à nouveau. L'argent était toujours là. À 4h30, elle n'avait toujours pas dormi quand son réveil sonna. Elle se prépara comme un automate, embrassa Chloé endormie, descendit chez Madame Rousseau, prit le métro. Mais son esprit était ailleurs, prisonnier de ces 1000 € qui n'auraient pas dû exister. Au vestiaire de Valmont Industries, elle croisa Fatima, qui la salua joyeusement. « Tu as une bonne tête aujourd'hui, ma belle. Quelque chose de bien t'est arrivé. » Élise secoua la tête trop vite. « Non, rien. Je suis juste fatiguée. » Elle commença son travail, mais ses gestes habituellement fluides étaient hésitants. Dans le bureau de M. Valmont, elle renversa presque le vase posé sur le guéridon. Elle le rattrapa de justesse, le cœur battant. Qu'est-ce qui lui arrivait? C'était juste une erreur. Elle la signalerait et tout rentrerait dans l'ordre. Mais une petite voix tout au fond d'elle murmurait « Et si tu ne disais rien, qui le remarquerait? Tu travailles si dur, tu mérites cet argent. Pense à Chloé, pense à tout ce que tu pourrais faire pour elle. » Elle secoua la tête violemment, comme pour chasser cette voix. Non, ce n'était pas son argent. Elle n'était pas une voleuse. Mais dans le métro du retour, la voix revenait, plus insistante. 1000 €. Quand auras-tu à nouveau une telle opportunité? Jamais. C'est peut-être ta seule chance d'offrir une vie meilleure à ta fille. À la maison, elle vérifia à nouveau son compte. L'argent était toujours là, réel, tangible, tentateur. 3 jours passèrent. Élise ne dormait presque plus. Elle ne mangeait presque rien. Chloé commença à s'inquiéter. « Maman, tu es malade ?»« Non, mon cœur, maman est juste un peu fatiguée. » Le 4e jour, elle prit sa décision. Elle allait appeler le service de paie, signaler l'erreur. C'était la seule chose à faire, la seule chose juste.
Elle téléphona pendant sa pause, le vendredi après-midi. La standardiste la transféra au département des ressources humaines. Service de paix, Madame Dufresne à l'appareil. « Bonjour madame, c'est Élise Moreau, je travaille au service d'entretien. Je vous appelle parce qu'il y a eu une erreur dans mon salaire de cette quinzaine. » « Une erreur? De quel type? » « Il y a 1 000 € de trop sur mon compte. » Un silence. Puis, « Vous avez vérifié l'intitulé du virement? » « Oui, c'est bien marqué Valmont Industries, salaire novembre. » « Alors il n'y a pas d'erreur, madame. Si l'argent est sur votre compte avec le bon intitulé, c'est qu'il vous est dû. Peut-être une prime ou un rattrapage, je ne sais pas. Mais si c'est versé, c'est que c'est validé par la direction. Mais je n'ai eu aucune notification, aucun document expliquant. Écoutez, madame Moreau, je n'ai pas le temps de vérifier chaque transaction individuelle. Si vous avez un problème avec votre salaire, envoyez un email détaillé. On regardera. Mais honnêtement, si l'argent est sur votre compte, profitez-en. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Bonne journée. Clic. Elle avait raccroché. Élise fixa son téléphone, désorientée. Madame Dufresne avait eu l'air agacée, presque moqueuse. Comme si signaler une erreur en sa faveur était stupide. Mais Élise ne se sentait pas rassurée. Au contraire, si c'était vraiment une prime ou un rattrapage, il y aurait eu un document, une explication. Le silence bureaucratique ne faisait qu'augmenter son malaise. Ce soir-là, au Café des Artistes, elle servit les clients machinalement, renversant un verre, oubliant une commande. Karim finit par la prendre à part. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas toi-même depuis plusieurs jours. »« Parce que c'est compliqué, Karim. »« Des problèmes d'argent ?» Elle eut un rire amer. « C'est toujours des problèmes d'argent. Si tu as besoin d'une avance sur ton salaire, tu n'as qu'à demander. Tu le sais. »« Merci. Mais ce n'est pas ça. » Elle ne pouvait pas lui expliquer. Comment dire qu'elle avait peur d'un surplus plutôt que d'un manque, que trop d'argent la terrorisait autant que pas assez. Le week-end arriva. Samedi matin, Élise accompagna Chloé à sa répétition pour le concert. Pendant que sa fille jouait, elle resta dans le couloir, son téléphone à la main, fixant l'application bancaire. L'argent était toujours là. 1 semaine maintenant. Personne n'avait appelé, personne n'avait réclamé quoi que ce soit. Madame Moreau? Elle leva les yeux. Madame Blanchard était devant elle avec un sourire inhabituel. « Je voulais vous dire, Chloé a fait des progrès remarquables, vraiment. Elle a un don naturel, mais surtout, elle travaille dur. C'est rare chez les enfants de son âge. Merci, elle adore le violon. J'ai remarqué. Écoutez, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais si Chloé continue à ce rythme, elle pourrait candidater pour le Conservatoire de Paris dans quelques années. Le vrai conservatoire, celui de la rue de Madrid. C'est très sélectif, mais elle aurait ses chances. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Vraiment? Vraiment. Bien sûr, ça demande beaucoup de travail, et il faudrait augmenter la fréquence des cours. Passer à 2, peut-être 3 fois par semaine, mais c'est faisable. 2 ou 3 cours par semaine, ça voulait dire 150 € par mois au lieu de 50. Ça voulait dire un sacrifice encore plus grand, des heures de travail supplémentaires qu'elle n'avait pas. Ou bien, avec 1 000 €, elle pourrait payer d'avance les cours de tout le trimestre. Elle pourrait acheter un violon correct au lieu de le louer. Elle pourrait offrir à Chloé cette chance. « Je vais y réfléchir », murmura-t-elle. Dans le métro du retour, Chloé parlait avec excitation du concert, de ce que Madame Blanchard avait dit, de son rêve de devenir musicienne professionnelle un jour. Élise écoutait, le cœur déchiré. Elle avait le pouvoir maintenant de rendre ce rêve possible. Il suffisait de ne rien dire, de garder cet argent qui semblait être là pour elle, de l'utiliser pour sa fille, où elle pouvait faire la bonne chose, la chose juste, et rendre l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais à qui le rendre? Madame Dufresne s'en fichait. Le service de paix ne voulait pas entendre parler d'elle. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée folle, improbable, terrifiante. Si personne ne voulait l'écouter, elle irait plus haut. Elle irait tout en haut. Elle demanderait un rendez-vous avec M. Valmont lui-même. Le lundi matin, Élise arriva à Valmont Industries avec une détermination qui masquait mal sa terreur. Elle avait passé tout le dimanche à répéter mentalement ce qu'elle dirait, comment elle l'expliquerait. Mais chaque scénario imaginé se heurtait à la même réalité. Elle n'était qu'une femme de ménage. Qui était-elle pour demander un rendez-vous au PDG d'une entreprise de plusieurs millions d'euros? Dans le vestiaire, elle enfila son uniforme avec des gestes lents, comme si retarder l'inévitable pouvait la protéger. Fatima la regardait avec curiosité.
Tu es sûre que tout va bien, ma belle? Tu as une tête à faire peur. Je vais bien, mentit Élise. Juste fatiguée. Tu dis toujours ça. Mais on se fatigue toutes, et on n'a pas cette tête-là. Élise ne répondit pas. Elle termina son travail de nettoyage en pilote automatique, ses pensées ailleurs. À 8 heures, quand les employés commencèrent à arriver, elle prit son courage à deux mains et se dirigea vers le 5e étage, où se trouvaient les bureaux administratifs. Madame Leclerc, l'assistante principale de M. Valmont, était déjà à son poste, impeccable dans son tailleur gris perle, ses lunettes à monture dorée posées sur le bout du nez. Elle leva à peine les yeux quand Élise s'approcha de son bureau. « Oui? Bonjour, madame. J'aurais besoin de parler à M. Valmont, s'il vous plaît. » Cette fois, madame Leclerc leva les yeux. Son regard parcourut l'uniforme d'Élise, ses cheveux attachés à la hâte, ses mains rougies par les produits d'entretien. Une moue dubitative étira ses lèvres. « Parler à M. Valmont? À quel sujet? » C'est personnel. Enfin, professionnel. C'est important. « Madame. » Madame Leclerc consulta le badge d'Élise. « Moreau, M. Valmont ne reçoit pas sans rendez-vous. Et certainement pas pour des questions qui relèvent des ressources humaines. Si vous avez un problème avec votre emploi du temps ou votre salaire, voyez avec Madame Beaumont ou le service de paix. Je l'ai déjà fait, mais il faut vraiment que je parle à M. Valmont. C'est urgent. » Tout le monde pense que son problème est urgent, Madame Moreau. Le ton était devenu cassant. M. Valmont a un emploi du temps très chargé. Il ne peut pas recevoir chaque employé qui... S'il vous plaît. La voix d'Élise s'était brisée malgré elle. Je ne demanderai pas si ce n'était pas vraiment important. 5 minutes, juste 5 minutes. Madame Leclerc la dévisagea longuement, et Élise soutint son regard avec toute la dignité dont elle était capable. Finalement, l'assistante soupira. « Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne promets rien. Donnez-moi votre numéro de téléphone. » Élise le nota d'une main tremblante sur le post-it que lui tendait Madame Leclerc. Puis elle retourna au vestiaire, se changea et quitta l'immeuble avec l'impression d'avoir escaladé une montagne. Elle ne s'attendait pas à ce que Madame Leclerc la rappelle. Pourtant, le mercredi après-midi, alors qu'elle servait des expressos au Café des Artistes, son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Allô, Madame Moreau, c'est Madame Leclerc, de Valmont Industries. Monsieur Valmont peut vous recevoir demain jeudi à 13 heures précises. Vous avez 15 minutes, pas une de plus. Ne soyez pas en retard. Merci. Merci beaucoup, madame. » Clic. La communication était coupée. Élise resta figée, le téléphone contre l'oreille, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous avec Julien Valmont. « Élise, la commande de la table 6 !» aboya Karim depuis le comptoir. Elle sursauta, rangea son téléphone et se précipita pour servir. Mais ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit renverser le plateau. Ce soir-là, après avoir couché Chloé, elle sortit sa seule tenue correcte du placard. Un pantalon noir et un chemisier blanc qu'elle portait aux rares occasions formelles, comme les réunions de parents d'élèves. Elle les repassa avec soin, malgré l'heure tardive. Puis elle compta les billets qu'elle avait retirés de son compte, exactement 1 000 €, en coupures de 50 et 20. Elle les plaça dans une enveloppe Kraft qu'elle glissa dans son sac. Elle ne dormit pas cette nuit-là non plus. À 4h45, quand le réveil sonna, elle était déjà réveillée, fixant le plafond dans l'obscurité. Le jeudi matin, elle termina son service de nettoyage à 8 heures, comme d'habitude. Mais au lieu de partir, elle se réfugia dans les toilettes du personnel et se changea. Elle enfila son pantalon noir et son chemisier blanc, défit ses cheveux qu'elle brossa longuement, mit un peu de mascara et de rouge à lèvres qu'elle possédait depuis au moins 3 ans. Dans le miroir, elle ne reconnut presque pas son reflet. Ce n'était plus la femme de ménage invisible. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui osait demander un rendez-vous au PDG. Elle passa les 5 heures suivantes à errer dans Paris. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle et revenir, ça coûterait 2 trajets de métro supplémentaires. Elle marcha donc de Saint-Augustin jusqu'aux Tuileries, puis le long de la Seine. Elle s'assit sur un banc, regarda les péniches passer, les touristes prendre des photos de la Tour Eiffel. Elle acheta un sandwich à 1 € dans une boulangerie discount et le mangea sans vraiment le goûter. À 12h45, elle était de retour boulevard Haussmann. Elle entra dans l'immeuble par la porte principale cette fois, pas par l'entrée de service. Le hall était spectaculaire, sol en marbre, lustre de cristal, escalier monumental. Un agent de sécurité l'intercepta immédiatement. « Vous avez rendez-vous »
Oui, avec Monsieur Valmont, à 13 heures. Il consulta son registre, sourcils froncés. Non? Élise Moreau. Ah oui, vous êtes là. 5e étage, bureau 502. Elle prit l'ascenseur principal, pas celui de service. Les parois étaient en miroir. Elle voyait son reflet multiplié à l'infini, une armée d'Élise Moreau qui montaient toutes vers leur destin. Au 5e étage, Madame Leclerc l'attendait derrière son bureau. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Vous êtes en avance, c'est bien. Asseyez-vous, Monsieur Valmont termine un appel. » Élise s'assit sur une chaise design inconfortable, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Chaque minute d'attente était une torture. Elle observait les autres employés aller et venir, tous si confiants, si à l'aise dans cet univers de luxe et de pouvoir. « Madame Moreau ?» Madame Leclerc avait raccroché son téléphone. « Monsieur Valmont vous recevra maintenant. Souvenez-vous, 15 minutes maximum. » Elle se leva, les jambes tremblantes, et suivit l'assistante jusqu'à une double porte en bois massif. Madame Leclerc frappa 2 coups, attendit, puis ouvrit. « Monsieur Valmont, Madame Moreau est là. Faites-la entrer. » Élise pénétra dans le bureau qu'elle nettoyait chaque matin. Mais tout était différent vu de ce côté-ci du monde. Derrière le grand bureau en acajou se tenait Julien Valmont, debout, en costume anthracite impeccable. C'était un homme de taille moyenne, aux tempes grisonnantes, avec des traits fatigués mais distingués. Ses yeux, d'un bleu perçant, la jaugeaient avec une intensité qui la fit presque reculer. « Madame Moreau, asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit sur le bord du fauteuil Chesterfield, dos raide, main crispée sur l'enveloppe. Julien Valmont se rassit à son tour, croisa les mains devant lui. « Madame Leclerc m'a dit que vous aviez insisté pour me voir. C'est assez inhabituel. Que puis-je faire pour vous ?» Élise prit une profonde inspiration. C'était le moment. Pas de retour en arrière possible. « Monsieur, je travaille ici depuis 7 ans, au service d'entretien. Je nettoie votre bureau chaque matin. Je sais, Madame Beaumont parle très bien de vous. » Cette remarque la surprit tellement qu'elle en oublia ce qu'elle allait dire. Il savait qui elle était, il connaissait son nom. « Merci, monsieur. Je fais de mon mieux. Votre dossier indique que vous n'avez jamais été absente, jamais en retard, jamais eu la moindre remarque négative en 7 ans. C'est remarquable. » Élise sentit ses yeux la piquer. Personne ne lui avait jamais dit que son travail était remarquable. Personne ne remarquait même qu'elle était là. « Monsieur, je suis venu vous voir parce qu'il y a eu un problème avec mon salaire. » Julien Valmont se redressa légèrement. « Un problème? De quelle nature? » « Il y a 10 jours, j'ai reçu mon salaire de la 2e quinzaine de novembre, mais il y avait 1 000 € de trop. » Elle posa l'enveloppe sur le bureau, entre eux deux. « J'ai appelé le service de paie. Madame Dufresne m'a dit que si l'argent était sur mon compte, c'est qu'il m'était dû. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon argent. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas pourquoi il a été versé sur mon compte, mais il ne m'appartient pas. Alors je vous le rends. » Le silence qui suivit fut si profond qu'Élise entendait le tic-tac de l'horloge ancienne sur le manteau de la cheminée. Julien Valmont regardait l'enveloppe, puis Élise, puis l'enveloppe à nouveau. « Vous êtes venu me voir pour me rendre 1 000 €? » « Oui, monsieur. 1 000 € qui étaient sur votre compte, légalement versés par mon entreprise? » « Oui, monsieur. »« Madame Moreau. » Il se frotta les yeux comme s'il était soudain très fatigué. « Je dois vous poser une question, et j'aimerais que vous soyez honnête avec moi. Vous êtes mère célibataire, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise. « Vous travaillez ici le matin, et vous avez un autre emploi l'après-midi, c'est bien ça? Le soir, je suis serveuse dans un café jusqu'à 22 heures. Donc vous travaillez. Combien d'heures par jour? Environ 16 heures, parfois plus. Et votre fille, qui s'en occupe? Ma voisine, Madame Rousseau, elle est très gentille. » Julien Valmont se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. Il resta là un long moment, regardant Paris s'étendre sous ses pieds. « 1 000 € pour vous, ce serait combien de mois de loyer ?» demanda-t-il sans se retourner. « 3 mois, monsieur. Et combien de temps pour économiser une telle somme ?» Élise sentit sa gorge se serrer. « Je n'économise jamais, monsieur. Il n'y a jamais rien à économiser. » Il se retourna alors et elle vit quelque chose d'étrange dans ses yeux. De la tristesse? De l'admiration? Elle ne savait pas. « Pourquoi êtes-vous venue me voir, Madame Moreau? Vraiment. Madame Dufresne vous avait dit de garder l'argent. Vous auriez pu simplement le faire et personne n'aurait rien dit. » Élise baissa les yeux sur ses mains abîmées par le travail qui ne correspondait pas à son âge. « Parce que j'ai une fille de 7 ans, monsieur. »
Et je veux qu'elle grandisse en sachant qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, même quand c'est difficile. Je veux qu'elle me voie faire les bons choix, même quand ils font mal. » Sa voix tremblait maintenant. « J'aurais pu garder cet argent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été tenté. Pendant 10 jours, je n'ai presque pas dormi. J'imaginais tout ce que je pourrais faire avec 1 000 euros. Payer les cours de violon de ma fille pour tout le trimestre. Lui acheter un manteau neuf au lieu d'un d'occasion. Lui offrir ce voyage à Disneyland dont elle rêve. Faire réparer mes dents qui me font mal depuis des mois, mais que je n'ai pas les moyens de soigner. » Les larmes coulèrent maintenant sur ses joues, mais elle continua, la voix de plus en plus forte. « Mais si je gardais cet argent, monsieur, je ne serais plus la même personne. Je serais quelqu'un qui vole, et ma fille grandirait en pensant que c'est acceptable de prendre ce qui ne nous appartient pas quand on en a besoin. Et je refuse ça. Je refuse de lui apprendre que la fin justifie les moyens. Je préfère qu'elle me voie pauvre et honnête que riche et malhonnête. » Elle essuya ses larmes d'un geste brusque, embarrassée par cet éclat émotionnel devant cet homme qu'elle ne connaissait pas. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas. C'est juste que c'est important pour moi que vous compreniez. Cet argent ne m'appartient pas. Je ne veux pas le garder, je ne peux pas le garder. » Julien Valmont était retourné derrière son bureau. Il s'assit lentement et Élise réalisa avec stupeur qu'il avait les yeux rouges, comme s'il retenait lui aussi des larmes. « Madame Moreau, je dois vous avouer quelque chose. Ces 1 000 euros, ce n'était pas une erreur. » Le cœur d'Élise s'arrêta. « Quoi ? C'était un test que j'ai fait passer à une vingtaine de mes employés à différents niveaux de l'entreprise. J'ai injecté 1 000 euros supplémentaires dans leur salaire pour voir qui le signalerait, qui garderait l'argent en silence, qui révélerait son vrai caractère face à la tentation. » Élise le fixait, incapable de parler. « Un test ? Tout ça n'était qu'un test. Il y a 3 mois, continua Julien, j'ai découvert qu'un de mes cadres supérieurs détournait des fonds depuis 2 ans, plus de 2 millions d'euros. Il utilisait des complices, des employés qui fermèrent les yeux, qui signaient de faux documents, qui couvraient ses traces en échange de primes discrètes. Quand le scandale a éclaté, j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment les gens qui travaillaient pour moi. Je ne savais pas qui était honnête par conviction et qui l'était juste par peur d'être pris. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier. 20 employés testés, Madame Moreau, du cadre supérieur qui gagne 10 000 euros par mois à la femme de ménage qui en gagne moins de 2 000. Vous savez combien ont rendu l'argent ? Élise secoua la tête muette. Une seule personne, vous. Le silence tomba à nouveau, lourd, écrasant. Élise sentait quelque chose se déchirer en elle, de la colère, du soulagement, de la confusion, tout à la fois. Les autres, poursuivit Julien avec une amertume dans la voix, ont tous gardé l'argent. Certains ne l'ont même pas signalé. D'autres l'ont signalé et quand on leur a dit que c'était pour eux, ils l'ont accepté avec gratitude. Un de mes directeurs, qui gagne 100 000 euros par an, a dépensé les 1 000 euros en une soirée dans un restaurant étoilé. Une de mes assistantes, qui se plaint constamment de ne pas être assez payée, s'est acheté un sac à main de luxe. Il se leva à nouveau, s'approcha d'Élise, qui restait figée sur son fauteuil. « Mais vous qui gagnez le moins de tous, vous qui travaillez 16 heures par jour pour élever seule votre fille, vous qui avez 1000 raisons légitimes de garder cet argent, vous êtes la seule à être venue me voir, à avoir insisté pour me voir, à avoir retiré l'argent en liquide pour me le rendre. » Il tendit la main vers l'enveloppe, mais ne la prit pas. Au lieu de ça, il la repoussa doucement vers Élise. « Je ne peux pas accepter cet argent, Madame Moreau. » « Mais non, écoutez-moi. Cet argent était un test, mais c'était aussi un cadeau, pour ceux qui le méritaient. Et vous le méritez plus que quiconque dans cette entreprise. Monsieur Valmont, je ne suis pas venu chercher de l'argent. Je suis venu rendre ce qui n'est pas à moi. Je sais, c'est exactement pour ça que je veux que vous le gardiez. » Élise secoua la tête violemment. « Non, non, monsieur. Si je le garde maintenant, tout ce que j'ai dit ne signifie rien. Vous comprenez ? Je ne suis pas venu ici pour être récompensé d'être honnête. L'honnêteté n'est pas censée être récompensée. C'est juste ce qu'on doit être. » Julien la regarda longuement, et un sourire triste étira ses lèvres. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il doucement. Il se dirigea vers la photo de sa femme sur son bureau et la regarda avec tendresse. « Ma femme, Catherine, elle disait toujours que la vraie richesse n'était pas dans le compte en banque, mais dans la capacité à dormir la conscience tranquille. Elle organisait des collectes pour les sans-abri, donnait son temps dans des associations,
refusait d'acheter quoi que ce soit de luxueux tant que d'autres manquaient du nécessaire. Ça me rendait fou parfois. Je lui disais « On a de l'argent, profites-en ». Elle me répondait « C'est justement parce qu'on a de l'argent qu'on a le devoir de ne pas en profiter ». Il se retourna vers Élise, les yeux brillants. Elle est morte il y a 5 ans. Accident de voiture en revenant d'une distribution alimentaire. Depuis, j'ai l'impression d'avoir perdu ma boussole morale. Cette entreprise, c'est mon grand-père qui l'a créée avec ses mains, en partant de rien. Il avait des valeurs, de l'intégrité. Mais moi, au fil des années, je me suis perdu dans les chiffres, les profits, les stratégies. J'ai oublié que derrière chaque numéro d'employé, il y a une personne, une vie, des choix. Il revint s'asseoir, l'air soudain vieux et fatigué. Ce test que j'ai fait, Madame Moreau, ce n'était pas juste pour identifier les malhonnêtes, c'était pour me prouver qu'il restait encore de l'honnêteté dans ce monde, et j'étais en train de perdre espoir. Jusqu'à ce que Madame Leclerc me dise qu'une femme de ménage insistait pour me voir, qu'elle refusait de partir tant qu'elle n'aurait pas parlé au patron. J'ai accepté de vous recevoir par curiosité, mais maintenant, il fit une pause, cherchant ses mots. Maintenant, je réalise que vous m'avez donné quelque chose de bien plus précieux que 1 000 €. Vous m'avez redonné foi en l'humanité. Élise ne savait plus quoi dire. Les 15 minutes étaient largement dépassées, mais personne ne semblait s'en soucier. Elle regardait cet homme puissant, ce millionnaire, qui la regardait elle, une simple femme de ménage, comme si elle était la personne la plus importante du monde. « Monsieur Valmont, dit-elle finalement, je comprends ce que vous ressentez. Vraiment, mais je ne peux pas garder cet argent. Si je le fais, j'aurai l'impression de l'avoir gagné en passant un test. Et ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la performance. L'honnêteté, c'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de récompense au bout. » Julien hocha lentement la tête. « Vous avez raison, vous avez absolument raison. » Il reprit l'enveloppe et la rangea dans son tiroir. « Mais permettez-moi de vous poser une question, Madame Moreau. Si je vous offrais un autre poste dans l'entreprise, avec un meilleur salaire, est-ce que vous considéreriez ça comme une récompense pour votre honnêteté ou comme une reconnaissance de vos compétences et de votre caractère ?» Élise cligna des yeux, désorientée. « Je ne comprends pas. Je cherche quelqu'un pour superviser un nouveau programme de formation aux valeurs éthiques dans l'entreprise. Quelqu'un qui peut enseigner à nos employés ce que signifie vraiment l'intégrité. Pas en théorie, mais par l'exemple. Quelqu'un qui a prouvé qu'il comprend la différence entre le bien et le mal, même quand le mal serait plus facile. Monsieur, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai même pas fini le lycée. Les diplômes, on peut les acheter. Le caractère, non. Vous avez démontré plus de sagesse en 15 minutes que certains de mes cadres MBA en 10 ans de carrière. » Élise sentit les larmes revenir, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus de la peur ou de l'épuisement. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir. « Je ne sais pas si je suis qualifiée, monsieur. Vous êtes la seule personne qualifiée, Madame Moreau, parce que vous vivez vos valeurs au lieu de simplement en parler. Pensez-y. Le poste serait à mi-temps pour commencer. Vous pourriez garder votre emploi au café si vous le souhaitez. Le salaire serait de 2 500 € par mois. 2 500 €. C'était presque le double de ce qu'elle gagnait en travaillant 16 heures par jour dans 2 emplois différents. Il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Mais Madame Moreau? Oui, merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Pour m'avoir rappelé pourquoi cette entreprise a été créée à l'origine, pour m'avoir montré qu'il reste encore des gens comme vous dans ce monde. » Élise sortit du bureau de Julien Valmont dans un état second. Madame Leclerc lui jeta un regard étonné. La réunion avait duré presque 1 heure, mais ne fit aucun commentaire. Dans l'ascenseur, Élise s'appuya contre la paroi miroir, les jambes tremblantes. Qu'est-ce qui venait de se passer? Un test. Tout ça n'était qu'un test. Elle avait passé 10 jours dans l'angoisse, 10 jours à ne pas dormir, 10 jours à lutter contre la tentation, et ce n'était qu'un jeu pour un millionnaire qui voulait tester ses employés. Elle devrait être en colère, elle devrait se sentir manipulée, humiliée. Mais bizarrement, elle ne ressentait rien de tout ça. Au lieu de la colère, il y avait du soulagement. Elle avait fait le bon choix. Elle avait prouvé à elle-même plus qu'à qui que ce soit qu'elle était la personne qu'elle voulait être. Dans la rue, le froid de novembre la gifla, mais elle s'en fichait. Elle marcha vers le métro d'un pas léger, presque euphorique.
Elle n'avait pas gardé les 1 000 euros, mais elle avait quelque chose de plus précieux. La certitude qu'elle était capable de résister à la tentation, capable de choisir l'intégrité plutôt que la facilité. Et peut-être, juste peut-être, elle avait aussi une chance de changer sa vie. Au Café des artistes ce soir-là, Élise rayonnait. Karim le remarqua immédiatement. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné au loto? » « Non, mais peut-être quelque chose de mieux. » Elle ne lui raconta pas tout, pas encore. C'était trop frais, trop fragile. Mais elle lui dit qu'elle avait peut-être une opportunité pour un nouveau travail, quelque chose de moins épuisant, mieux payé. « C'est fantastique, Élise. Tu le mérites tellement. Je ne sais pas si je vais accepter. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Karim posa une main paternelle sur son épaule. « Élise, tu es à la hauteur de tout. Tu es la personne la plus travailleuse que je connaisse. Si quelqu'un mérite une chance, c'est bien toi. » Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Élise s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Elle regarda autour d'elle, les murs défraîchis, les meubles de récupération, la peinture écaillée. C'était leur vie depuis 7 ans. Modeste, difficile mais honnête. Si elle acceptait le poste, tout pourrait changer. Des horaires normaux, plus de temps avec Chloé, la possibilité d'offrir à sa fille les cours de violon dont parlait Madame Blanchard. Peut-être même ce voyage à Disneyland un jour. Mais il y avait quelque chose qui la dérangeait, quelque chose qu'elle devait comprendre avant de prendre sa décision. Le lendemain matin, pendant qu'elle nettoyait le bureau de Julien Valmont, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vu auparavant. Sur les murs, entre les diplômes et les récompenses professionnelles, il y avait des photos, pas seulement de sa femme décédée, mais aussi de l'entreprise à ses débuts, un petit atelier, un homme âgé, probablement le grand-père, en tablier de bijoutier, souriant à l'objectif. D'autres photos montrèrent l'évolution, l'atelier devenant boutique, la boutique devenant siège social, le siège social devenant empire. Mais dans chaque photo, même les plus récentes, il y avait toujours des gens, des employés, des artisans, des vendeurs, des visages souriants, fiers de leur travail. Quand cette entreprise avait-elle cessé de voir ces visages? Quand était-elle devenue juste des chiffres sur un bilan? Élise comprit alors que Julien Valmont ne lui offrait pas juste un emploi. Il lui offrait la possibilité de ramener l'âme dans son entreprise, de rappeler à tous ces cadres en costume, à toutes ces assistantes pressées, à tous ces employés invisibles comme elle, qu'ils étaient plus que des numéros, qu'ils étaient des personnes avec des valeurs, des choix, de la dignité. C'était une responsabilité énorme, terrifiante même. Mais peut-être que c'était exactement ce qu'elle devait faire. Le vendredi après-midi, Élise demanda à nouveau à voir Madame Leclerc. L'assistante l'accueillit différemment cette fois, avec presque du respect. « Madame Moreau, Monsieur Valmont espérait que vous reviendriez. Vous avez pris votre décision? »« Oui, j'accepte le poste. Mais j'ai des conditions. » Madame Leclerc haussa un sourcil. « Des conditions? Je veux que les autres employés qui ont passé le test, ceux qui n'ont pas rendu l'argent, ne soient pas punis, pas licenciés, pas sanctionnés. Ils ont juste besoin d'apprendre, pas d'être condamnés. C'est généreux de votre part. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la logique. Si on punit les gens pour leurs erreurs sans leur donner l'occasion de s'améliorer, on ne change rien. On crée juste de la peur et du ressentiment. Je veux pouvoir travailler avec eux, leur montrer qu'il y a une autre façon de faire. » Madame Leclerc la regarda avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Valmont avait raison sur vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de spécial. » Elle décrocha son téléphone. « Monsieur Valmont, Madame Moreau est ici. » Elle a sa réponse. 2 minutes plus tard, Élise était à nouveau dans le grand bureau panoramique. Julien Valmont se leva pour l'accueillir, un sourire sincère aux lèvres. « Madame Moreau, j'espérais vous revoir. J'accepte votre offre, monsieur. Mais Madame Leclerc vous a dit mes conditions? » « Oui, et je les accepte toutes. En fait, votre proposition concernant les autres employés est exactement le type de réflexion que j'espérais de vous. Vous ne pensez pas en termes de punition et récompense, mais en termes de transformation et d'éducation. » Il tendit un dossier à Élise. « Voici votre contrat. Poste de coordinatrice du programme d'éthique professionnelle. Mi-temps, 2 500 € par mois. Vous commencez début décembre, ce qui vous laisse 2 semaines pour régler vos affaires courantes. Vous aurez besoin de formation, bien sûr. Nous vous enverrons suivre des cours de gestion, de communication, de leadership. Mais l'essentiel, ce que vous devez enseigner, vous le possédez déjà. » Élise prit le dossier d'une main tremblante.
C'était réel. Tout ceci était vraiment en train d'arriver. Monsieur Valmont, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Vous avez gagné cette opportunité, pas en passant un test, mais en étant qui vous êtes. Il marqua une pause. Mais j'ai une dernière chose à vous donner. Il sortit l'enveloppe Kraft de son tiroir, celle qui contenait les 1000 €. Non, dit immédiatement Élise. On en a déjà parlé, je ne peux pas... Laissez-moi finir. Ces 1000 € ne sont pas pour vous. Élise fronça les sourcils, confuse. Vous m'avez dit que votre fille prenait des cours de violon, que son professeur pensait qu'elle avait du talent. Ces 1000 €, je veux que vous les utilisiez pour payer ses cours, pas comme un cadeau pour vous, mais comme un investissement dans son avenir, comme quelque chose que cette entreprise fait pour soutenir ses employés et leurs familles. Il poussa l'enveloppe vers elle. Et avant que vous refusiez, laissez-moi vous dire ceci. Ma femme Catherine créait des bourses pour des enfants talentueux qui n'avaient pas les moyens de poursuivre leur éducation artistique. Après sa mort, j'ai arrêté ce programme parce que je ne savais pas comment le gérer. Mais grâce à vous, je réalise que je devrais le relancer. Considérez ceci comme la première bourse du nouveau programme Catherine Valmont. Votre fille en sera la première bénéficiaire, mais pas la dernière. Élise sentit les larmes couler librement maintenant. Elle ne les essuya même pas. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça signifie pour moi, pour Chloé. Elle rêve de devenir musicienne. Son professeur dit qu'elle pourrait essayer d'entrer au Conservatoire de Paris dans quelques années si elle a les moyens de progresser. Maintenant, elle les a. Et vous aussi, vous avez les moyens de l'aider à réaliser ses rêves, sans sacrifier votre santé, sans travailler 16 heures par jour, sans avoir à choisir entre son avenir et le vôtre. Julien se leva et tendit la main à Élise. Elle la serra, cette main d'homme puissant qui venait de changer sa vie. Bienvenue dans votre nouveau rôle, Madame Moreau. Je pense que vous allez transformer cette entreprise de façon que je ne peux même pas imaginer. Quand Élise sortit de l'immeuble ce jour-là, Paris lui sembla différent. Les mêmes rues, les mêmes bâtiments, les mêmes passants pressés. Mais elle les voyait avec de nouveaux yeux. Elle n'était plus la femme invisible qui rasait les murs. Elle était quelqu'un qui comptait. Quelqu'un dont les choix avaient eu des conséquences. Quelqu'un qui avait du pouvoir. Elle prit le métro vers l'école de Chloé, arrivant exceptionnellement 1 heure en avance. Elle s'assit sur un banc dans le square en face et attendit, le contrat dans son sac, l'enveloppe avec les 1000 € pliée soigneusement dans sa poche. À 16h30, les enfants sortirent en courant. Chloé la repéra immédiatement et se précipita vers elle. « Maman, tu es là tôt ?»« Oui, j'avais envie de te voir plus tôt aujourd'hui. Tu as passé une bonne journée ?»« Super. On a chanté en classe et madame dit que j'ai une jolie voix. »« C'est vrai, tu as une très jolie voix. » Qu'elles marchèrent main dans la main jusqu'à leur appartement. Élise prépara le goûter de Chloé, des tartines avec du chocolat, et s'assit en face d'elle à la petite table de la cuisine. « Mon cœur, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Chloé leva les yeux, soudain inquiète. « Quoi, c'est grave ?»« Non, ce n'est pas grave, c'est même très bien. Maman va changer de travail. »« Tu ne vas plus nettoyer les bureaux ?»« Plus autant, je vais avoir un nouveau poste. Dans la même entreprise mais différent. Je vais enseigner aux gens comment être honnêtes et gentils dans leur travail. » Chloé fronça le nez. « Mais les grands savent déjà ça, non ?» Élise sourit. « Tu sais, parfois, les grands oublient, et ils ont besoin qu'on leur rappelle. Comme quand tu me rappelles de dire s'il te plaît et merci. Exactement comme ça. Et ça veut dire quoi pour nous ?» Élise prit une profonde inspiration. « Ça veut dire que maman va travailler moins d'heures, qu'on aura plus de temps ensemble. Et aussi, elle sortit l'enveloppe de sa poche. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre plus de cours de violon, autant que tu veux. Et peut-être qu'un jour, tu pourras essayer d'entrer au grand conservatoire dont parlait Madame Blanchard. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Vraiment ? Le vrai conservatoire ? Comme les vrais musiciens ? » « Comme les vrais musiciens. Si tu travailles dur et si tu continues à aimer autant la musique qu'aujourd'hui. » Chloé sauta de sa chaise et se jeta dans les bras de sa mère avec une force qui faillit les renverser toutes les deux. « C'est le plus beau jour de ma vie, maman. Le plus beau jour. » Élise la serra contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant ce petit corps chaud et vivant contre le sien. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces heures de travail épuisant, toute cette lutte pour garder la tête hors de l'eau, tout ça avait mené à ce moment. Moi aussi, mon cœur, moi aussi. Ce soir-là, après avoir couché Chloé qui s'était endormie en serrant son violon en peluche,
Élise s'assit sur le canapé avec une tasse de thé. Elle regarda autour d'elle, ce petit appartement qui avait été leur refuge pendant 7 ans. Bientôt, ils pourraient peut-être déménager. Quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu moins délabré, mais pas tout de suite. Pas avant qu'elle soit sûre que ce nouveau travail fonctionnerait, que cette chance était réelle. Son téléphone vibra. Un message de Karim. « Alors, cette opportunité, tu peux m'en dire plus ?» Elle lui répondit « Je t'explique tout demain, mais je vais devoir te donner mon préavis. Désolé. » La réponse arriva immédiatement. « Ne sois pas désolé. Je suis tellement fier de toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Elle sourit, les yeux à nouveau embués. Karim avait toujours été bon avec elle. Un des rares à la traiter avec dignité et respect, indépendamment de son statut social. Un autre message arriva, d'un numéro qu'elle ne reconnut pas. « Madame Moreau, ici Julien Valmont. J'ai oublié de vous dire quelque chose cet après-midi. Lundi, il y aura une réunion avec tous les employés qui ont participé au test. Je voudrais que vous soyez présente. Pas pour les juger, mais pour leur expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Je pense qu'ils ont besoin de l'entendre. Bonne soirée. » Élise lut et relut le message. Une réunion, avec tous les autres. Ceux qui avaient regardé l'argent sans culpabilité. Ceux qui l'avaient dépensé sans se poser de questions. Ceux qui, probablement, la détesteraient maintenant pour leur avoir fait honte. C'était terrifiant. Elle n'était pas une oratrice. Elle n'avait jamais parlé devant un groupe. Elle n'avait même pas fini le lycée. Mais elle avait quelque chose que tous ses diplômés, tous ses cadres, tous ses employés n'avaient pas. Une clarté morale qu'elle avait gagnée à la dure, jour après jour, sacrifice après sacrifice, choix après choix. Elle tapa sa réponse. « Je serai là, monsieur, merci de me faire confiance. » Sa réponse arriva presque immédiatement. « Ce n'est pas de la confiance, Madame Moreau, c'est de la certitude. » Le week-end passa dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Élise parla à Madame Rousseau de son nouveau travail, et la vieille dame pleura de joie. Elle appela Madame Blanchard pour lui annoncer que Chloé pourrait augmenter la fréquence de ses cours, et le professeur de violon fut si enthousiaste qu'elle proposa immédiatement 3 créneaux par semaine. Elle donna aussi son préavis à Karim, qui organisa une petite fête improvisée au café avec les habitués. Ils trinquèrent à son nouveau départ, et Élise réalisa avec surprise que ces gens, ces clients qu'elle servait depuis des années, la considéraient vraiment comme faisant partie de leur vie. « Tu vas nous manquer » dit M. Dubois, un vieux professeur de philosophie retraité qui venait chaque soir prendre un café et lire son journal. « Mais tu mérites tellement mieux que de nous servir jusqu'à la fin de tes jours. »« Vous servir n'était pas si terrible, » dit Élise avec un sourire. « Vous m'avez tous traité avec gentillesse. Ce n'est pas rien. » Le dimanche soir, elle essaya de préparer ce qu'elle dirait le lendemain à la réunion. Elle écrivit des notes, les déchira, recommença. Comment expliquer quelque chose d'aussi simple et pourtant d'aussi fondamental? Comment dire à des gens qui avaient choisi la facilité qu'ils auraient pu choisir autrement sans les humilier davantage? Finalement, elle abandonna les notes. Elle parlerait avec son cœur, comme elle l'avait fait avec Julien Valmont. C'était la seule façon qu'elle connaissait. Le lundi matin, elle arriva à Valmont Industrie à son heure habituelle. Mais cette fois, elle ne prit pas l'entrée de service. Elle passa par la porte principale, salua l'agent de sécurité qui la reconnut et sembla surpris de la voir ailleurs qu'à l'aube. Au 5e étage, Madame Leclerc l'attendait. « Madame Moreau, la réunion est dans la grande salle de conférence. Monsieur Valmont vous y attend. Les autres sont déjà là? Pas encore. Monsieur Valmont voulait vous parler avant. » Dans la salle de conférence, une pièce immense, avec une table en verre pouvant accueillir 30 personnes, Julien Valmont faisait les 100 pas. Il se retourna quand Élise entra. « Madame Moreau, merci d'être venue. Vous êtes prête? Je ne sais pas. J'ai peur de dire quelque chose de mal, de les mettre encore plus mal à l'aise. Vous ne pouvez pas dire quelque chose de mal. Vous n'avez qu'à dire la vérité. C'est tout ce que je vous demande. » Les autres commencèrent à arriver. D'abord, quelques cadres en costume, l'air méfiant. Puis des assistantes en tailleur, chuchotant entre elles. Puis d'autres employés de différents niveaux, comptables, vendeurs, gestionnaires. 20 personnes au total, toutes avec la même expression. Un mélange de honte, de curiosité et de ressentiment. Quand tout le monde fut installé, Julien Valmont se leva et prit la parole. « Merci à tous d'être venus. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici. Il y a 2 semaines, chacun d'entre vous a reçu 1 000 € supplémentaires dans son salaire. C'était un test
Un test pour mesurer l'intégrité de mes employés face à une tentation financière. Le silence dans la salle était pesant. Personne n'osait regarder personne. Ce que j'ai découvert m'a déçu. Sur 20 employés testés, un seul a rendu l'argent. Un seul a insisté pour signaler l'erreur. Un seul a prouvé que l'honnêteté était plus importante que l'opportunité. Les regards se baissèrent encore plus. Quelqu'un toussa nerveusement. Cette personne est ici aujourd'hui, et je voudrais qu'elle vous explique pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, pas pour vous faire honte. Vous avez déjà suffisamment honte tout seul. Mais pour vous aider à comprendre ce que signifie vraiment l'intégrité. Madame Moreau, tous les regards se tournèrent vers Élise. Elle vit la surprise sur certains visages. La femme de ménage, c'était la femme de ménage qui avait rendu l'argent. D'autres semblaient presque offensés qu'on leur donne des leçons de morale par quelqu'un de statut aussi inférieur. Élise se leva, les jambes tremblantes. Elle n'avait pas de notes, pas de préparation, juste sa vérité. « Bonjour, je m'appelle Élise Moreau. Depuis 7 ans, je nettoie vos bureaux chaque matin. Vous ne me voyez probablement jamais. Je travaille avant que vous arriviez. Mais je vois vos espaces de travail, vos photos de famille, vos tasses de café personnalisées. Je connais vos habitudes, même si vous ne connaissez pas mon nom. » Quelques personnes eurent la décence de paraître gênées. Quand j'ai vu ces 1 000 € sur mon compte, je n'ai pas su d'abord ce que c'était. J'ai pensé à une erreur. Puis j'ai pensé à tout ce que je pourrais faire avec cet argent. 1 000 € pour vous, c'est peut-être un week-end à la mer ou un nouveau costume. Pour moi, c'est 3 mois de loyer. C'est l'opération dentaire que je reporte depuis 6 mois. C'est la possibilité d'offrir à ma fille de 7 ans le voyage dont elle rêve. Elle marqua une pause, laissant ses paroles résonner. J'ai vraiment voulu garder cet argent. Pendant 10 jours, je n'ai presque pas dormi. J'imaginais tout ce qu'il pourrait m'apporter. Et je me trouvais 1000 excuses. Je travaille dur, je le mérite. C'est sur mon compte, donc c'est à moi. Personne ne le remarquera. Elle vit quelques têtes hocher imperceptiblement. Ils avaient eu exactement les mêmes pensées. Mais il y avait quelque chose de plus fort que toutes ces excuses. Ma fille, je ne voulais pas qu'elle grandisse en pensant que sa mère était quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartient pas. Je ne voulais pas lui apprendre que quand on a besoin de quelque chose, on peut le voler tant que c'est facile. Je voulais qu'elle me voie faire le bon choix, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Les regards commençaient à changer. La défensive cédait place à quelque chose d'autre. De la réflexion, du remords. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous juger. Je ne suis personne pour juger qui que ce soit. J'ai fait le choix qui me semblait juste pour moi et pour ma fille. Vous avez fait des choix différents. Peut-être que vous aviez vos raisons. Peut-être que vous pensiez que c'était vraiment votre argent. Peut-être que vous ne saviez pas quoi faire. Elle balaya la salle du regard, croisant les yeux de chaque personne présente. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. L'intégrité, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas un trait de caractère fixe. C'est un choix qu'on fait, encore et encore, chaque jour. Chaque fois qu'on est face à une décision, on choisit qui on veut être. Et ces petits choix accumulés définissent qui nous sommes vraiment. Un des cadres, un homme dans la cinquantaine en costume 3 pièces, leva la main timidement. « Madame Moreau, je peux poser une question ?»« Bien sûr. Vous avez dit que vous aviez besoin de cet argent plus que nous tous réunis. Comment avez-vous trouvé la force de le rendre quand même? Comment on fait ça? Comment on choisit le bien quand le mal serait tellement plus facile ?» Élise réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne pense pas que ce soit une question de force. C'est une question de priorité. Pour moi, la priorité, c'était de rester la personne que je veux que ma fille admire. Et cette personne ne vole pas, même quand personne ne regarde. Quelle est votre priorité à vous ?» Le silence retomba, mais c'était un silence différent maintenant. Pas pesant et gêné, mais pensif. Une jeune femme, une des assistantes qu'Élise reconnaissait vaguement, prit la parole, la voix tremblante. « J'ai acheté un sac à main avec l'argent. Un sac à main de luxe que je voulais depuis des mois. Je me suis dit que c'était un cadeau du destin, que je le méritais après avoir travaillé si dur. Mais maintenant, chaque fois que je le regarde, je me sens sale, comme si tout le monde pouvait voir que je l'ai eu en étant malhonnête. Alors rendez-le, dit simplement Élise. Récupérez l'argent. Rendez-le à Monsieur Valmont et achetez-vous ce sac quand vous l'aurez vraiment gagné. Le sac sera le même, mais vous vous sentirez différente en le portant. » La jeune femme hocha la tête, les larmes aux yeux. Un autre employé, un homme plus jeune en jean et chemise, leva la main. «
Moi, j'ai gardé l'argent parce que je me suis dit que les riches volent les pauvres tout le temps, que c'était juste de rééquilibrer un peu. Que M. Valmont ne remarquerait même pas 1 000 € de moins. Julien Valmont intervint à ce moment-là. Vous avez raison sur un point, Monsieur Ferreira, je n'aurais pas remarqué 1 000 € de moins dans les comptes de l'entreprise. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? Que quand je donne aux gens l'occasion de choisir entre l'argent et l'intégrité, la plupart choisissent l'argent. Et ça m'a fait beaucoup plus mal que de perdre 20 000 €. Il se leva et vint se placer à côté d'Élise. Cette entreprise a été créée par mon grand-père avec 3 valeurs fondamentales: excellence, beauté et intégrité. Au fil des années, on a gardé l'excellence et la beauté, mais on a perdu l'intégrité. On l'a remplacée par l'efficacité, par la rentabilité, par la performance. Et regardez où ça nous a menés. À un test où 19 employés sur 20 échouent. Il fit une pause, laissant ses paroles résonner. Mais voici ce que j'ai décidé. Personne dans cette salle ne sera licencié. Personne ne sera sanctionné. L'argent que vous avez gardé, vous pouvez le garder. Considérez-le comme une leçon coûteuse de ma part. Mais à partir d'aujourd'hui, cette entreprise va changer. Nous allons relancer un programme de formation aux valeurs éthiques, supervisé par Madame Moreau. Tous les employés, du stagiaire au directeur, y participeront, parce que l'intégrité ne devrait pas être un luxe ou une exception, ça devrait être la norme. Il y eut un murmure dans la salle, puis quelqu'un, le cadre qui avait posé la première question, se leva et commença à applaudir. Lentement, les autres se joignirent à lui. Élise sentit ses joues s'empourprer, gênée par cette attention. Mais en regardant ces visages, certains toujours honteux, d'autres soulagés, d'autres déterminés, elle comprit que quelque chose avait changé dans cette pièce. Pas une transformation miraculeuse, mais un début, une graine plantée. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour que quelque chose de nouveau grandisse. La réunion se termina 1 heure plus tard. Plusieurs employés vinrent voir Élise individuellement, certains pour s'excuser, d'autres pour la remercier, d'autres juste pour lui serrer la main. Elle les accueillit tous avec la même gentillesse, sans jugement, sans supériorité. Quand la salle fut vide, Julien Valmont la retint un instant. « Vous avez été parfaite. Exactement ce dont cette entreprise avait besoin. Je ne sais pas si j'ai vraiment changé quelque chose. Vous avez changé plus que vous ne le pensez. Vous leur avez donné quelque chose de précieux, la permission de recommencer, de faire de meilleurs choix à partir de maintenant. C'est immense. » Élise hocha la tête, épuisée mais satisfaite. « Allez rentrer chez vous, Madame Moreau. Profitez de vos derniers jours avant de commencer officiellement. Vous les avez mérités. » Dans le métro du retour, Élise repensa à tout ce qui s'était passé en 2 semaines. Une erreur qui n'en était pas une. Un test qu'elle avait passé sans même savoir qu'elle était testée. Une décision qui avait changé sa vie. Mais plus que tout, elle repensa aux mots de Julien Valmont. L'intégrité ne devrait pas être un luxe ou une exception. Ça devrait être la norme. C'était vrai. Et peut-être que, grâce à ce qui s'était passé, d'autres personnes, dans cette entreprise et au-delà, commenceraient à le comprendre aussi. Le test n'avait pas seulement révélé qui était honnête, il avait révélé quelque chose de plus profond, qu'on a tous le choix chaque jour de devenir la personne qu'on veut être, et que ce choix, aussi difficile soit-il, définit qui nous sommes vraiment. Le premier jour d'Élise Moreau dans son nouveau rôle tombait un lundi de décembre. Elle se réveilla à 6 heures, 2 heures plus tard que d'habitude, et resta quelques instants allongée dans l'obscurité, savourant ce luxe impensable, du temps. Du temps pour se réveiller lentement, pour réfléchir, pour respirer. Dans le salon, Chloé dormait encore, son violon en peluche serré contre elle. Élise s'approcha doucement, caressa les cheveux de sa fille. 7 ans et demi maintenant. Ses cheveux bruns bouclés qu'elle tenait de son père. Un homme qu'Élise avait aimé brièvement, passionnément, avant qu'il ne disparaisse en apprenant la grossesse. Elle ne lui en voulait plus. Comment pourrait-elle, quand cette disparition lui avait donné Chloé, la seule chose qui donnait du sens à sa vie? Elle prépara le petit déjeuner avec un soin inhabituel. Des tartines grillées, du vrai beurre, pas la margarine premier prix, de la confiture de fraises artisanale achetée au marché. Un luxe qu'elle pouvait maintenant se permettre. À 7 heures, elle réveilla doucement sa fille. « Maman, il est quelle heure ?» Chloé se frotta les yeux, désorientée. « 7 heures, mon cœur. »« Mais, tu n'es pas partie ?»« Non, je ne pars plus si tôt maintenant. Je commence à 9 heures. Ça veut dire qu'on peut prendre le petit déjeuner ensemble. » Le visage de Chloé s'illumina comme un soleil.
Tous les jours, tous les jours. Elles mangèrent face à face à la petite table de cuisine, Chloé bavardant avec excitation sur son prochain cours de violon, 3 par semaine maintenant, comme l'avait suggéré Madame Blanchard. Élise écoutait, le cœur gonflé d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Du bonheur, du soulagement, de la gratitude, peut-être tout à la fois. À 8 heures, elle accompagna Chloé à l'école. Dans la cour, les autres mères la saluèrent avec plus de chaleur qu'avant. Madame Rousseau avait dû raconter son nouveau travail. L'une d'elles, une femme élégante en manteau camel, qu'Élise avait toujours trouvée intimidante, s'approcha. « Madame Moreau, je suis Sophie Duchamp, la mère de Léa, la camarade de classe de Chloé. J'ai entendu dire que vous alliez travailler dans les ressources humaines. » « Pas exactement. Je vais superviser un programme de formation éthique. » « C'est merveilleux. Écoutez, je travaille dans le recrutement. Si jamais vous avez besoin de conseils pour votre nouveau poste, n'hésitez pas. » Élise accepta avec surprise et reconnaissance. Elle qui avait toujours été invisible, voilà qu'on lui offrait de l'aide, du soutien, de la reconnaissance. Les choses changeaient, vraiment. À 9 heures précises, Élise franchit la porte principale de Valmont Industries. Plus d'entrée de service, plus d'uniforme bleu. Elle portait un tailleur simple acheté aux Galeries Lafayette, son premier achat avec son nouveau salaire, encore modeste mais élégant. Ses cheveux étaient coiffés différemment, libérés de l'éternel chignon serré. Elle portait même un peu de maquillage. « Madame Moreau !» Madame Leclerc l'accueillit avec un sourire qui semblait presque sincère. « Votre bureau est prêt. 5e étage, à côté du service de formation. Monsieur Valmont souhaite vous voir à 10 heures. Son bureau. » Elle avait un bureau. C'était une petite pièce, certainement pas aussi impressionnante que celle des cadres supérieurs, mais elle avait une fenêtre donnant sur une cour intérieure, un bureau en bois clair, un fauteuil confortable, un ordinateur récent. Sur le bureau, un bouquet de fleurs blanches l'attendait avec une carte. « Bienvenue dans votre nouveau rôle. Vous allez faire des merveilles. » J'avais. Élise s'assit dans son fauteuil, posa ses mains sur le bureau et laissa la réalité la submerger. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus juste une paire de mains qui nettoyèrent les traces des autres. Elle était quelqu'un. Elle comptait. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Un coup à la porte la fit sursauter. Une jeune femme d'une 20aine d'années entra, cheveux roux attachés en queue de cheval, sourire nerveux. « Madame Moreau, je suis Camille Renard, votre assistante. Enfin, si vous en voulez une. Monsieur Valmont a pensé que vous auriez besoin d'aide pour démarrer le programme. » Une assistante ? Élise ne pouvait pas cacher sa surprise. Elle qui avait été au service des autres toute sa vie, voilà qu'on lui assignait quelqu'un pour l'aider ? Oui, je viens de terminer mon master en psychologie organisationnelle. C'est mon premier vrai poste, alors je suis un peu nerveuse, mais je suis très motivée. J'ai lu votre dossier, enfin ce que Monsieur Valmont m'a transmis, et je trouve ce que vous faites vraiment inspirant. Élise se leva, lui serra la main. Merci Camille, mais je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je n'ai jamais supervisé de programme, jamais géré d'équipe, jamais même travaillé dans un bureau. Camille sourit, rassurée. Tant mieux, ça veut dire qu'on va apprendre ensemble. Et puis vous avez quelque chose que tous les diplômes du monde ne peuvent pas donner, de l'authenticité. Les gens vont vous écouter parce que vous avez vécu ce que vous enseignez. À 10 heures, Élise se présenta au bureau de Julien Valmont. Il l'accueillit debout, lui serrant la main avec chaleur. « Madame Moreau, votre premier jour, comment vous sentez-vous » « Terrifiée, admit-elle avec un rire nerveux, mais aussi excitée. C'est étrange, c'est normal, l'inconnu est toujours effrayant. Il lui fit signe de s'asseoir. « J'ai préparé quelque chose pour vous, un plan de formation accéléré. Pendant les 3 prochains mois, vous allez suivre des cours de gestion de projet, de communication interpersonnelle, de leadership éthique. Vous rencontrerez aussi des consultants spécialisés en culture d'entreprise. Mais surtout, vous allez observer. Observer comment l'entreprise fonctionne, identifier les problèmes, comprendre où l'intégrité fait défaut. » Il ouvrit un dossier épais. « Voici les résultats d'une enquête anonyme que j'ai fait circuler la semaine dernière. J'ai demandé à tous les employés de décrire les situations où ils ont senti une pression éthique, où ils ont dû choisir entre faire ce qui était juste et faire ce qui était attendu. Les réponses sont troublantes. » Élise parcourut quelques pages. Des témoignages sautaient aux yeux. On nous demande de falsifier les rapports de vente pour atteindre les objectifs.
Mon manager me dit de facturer des heures non travaillées aux clients. Je sais qu'on utilise des fournisseurs qui exploitent leurs employés, mais si je le signale, je serai étiqueté comme difficile. On nous encourage à vendre des produits aux clients, même quand on sait qu'ils n'en ont pas besoin. Mon Dieu, murmura Élise. C'est pire que je ne pensais. Exactement. Ce test des 1000 € n'a révélé qu'une partie du problème. La vérité, c'est que la culture de cette entreprise est devenue toxique. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le système les pousse à faire de mauvais choix. Votre mission est de changer ce système. Comment? Je ne suis qu'une personne. Une personne qui a prouvé qu'on peut résister à la pression. Une personne qui inspire les autres par l'exemple plutôt que par la théorie. Vous n'êtes pas qu'une personne, Madame Moreau. Vous êtes un catalyseur. Les premières semaines furent épuisantes d'une manière totalement différente de son ancien travail. L'épuisement physique avait cédé place à l'épuisement mental. Élise passait ses journées en réunion, en observation, en lecture de rapports. Elle rencontrait des employés de tous les niveaux, écoutant leurs histoires, leurs frustrations, leurs compromis moraux. Ce qui la frappait le plus, c'était la banalisation. Personne ne se considérait comme malhonnête. Chacun trouvait des justifications. Tout le monde le fait. C'est comme ça dans ce secteur. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Il faut bien atteindre les objectifs. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle épuisée, Chloé lui demanda comment s'était passée sa journée. « C'est difficile, mon cœur. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi c'est important d'être honnête. Mais toi, tu le sais. Oui, je le sais. Mais le savoir et le faire, ce n'est pas la même chose. Et convaincre les autres de le faire, c'est encore plus dur. » Chloé posa son violon. Elle pratiquait maintenant 1 heure par jour et vint s'asseoir à côté de sa mère. « Tu te souviens quand tu m'as expliqué pourquoi tu avais rendu l'argent? Tu as dit que tu voulais que je sois fière de toi. Maintenant, tous ces gens au travail, ils veulent peut-être que leurs enfants soient fiers d'eux aussi. Il faut juste le leur rappeler. » Élise regarda sa fille avec émerveillement. 7 ans et demi, et déjà si sage. « Tu as raison, mon cœur, tu as absolument raison. » Cette conversation donna à Élise une idée pour son programme. Elle en parla à Camille le lendemain. Et si on demandait à chaque employé d'apporter une photo de leurs enfants, ou de leurs parents, ou de quelqu'un qu'ils admirent? Et à chaque fois qu'ils doivent prendre une décision éthique difficile, ils regardent cette photo et se demandent « Est-ce que je veux que cette personne sache ce que je m'apprête à faire ?» Poum! Camille nota frénétiquement. « C'est brillant. Ça rend l'éthique personnelle plutôt qu'abstraite. On ne triche pas sur les chiffres, on trahit la confiance de nos proches. » Elles développèrent le concept, créant ce qu'elles appelèrent le miroir de l'intégrité. Un programme de formation où chaque employé définissait ses propres valeurs en référence aux personnes importantes dans leur vie. Quand Élise présenta le concept à Julien Valmont, il resta silencieux longtemps, fixant la proposition écrite. « C'est exactement ce que Catherine aurait fait, » dit-il finalement, la voix émue. Elle disait toujours que l'éthique n'est pas une question de règles, mais de relations. Qu'on ne fait pas le bien parce que c'est obligatoire, mais parce qu'on aime les gens et qu'on ne veut pas les décevoir. Votre femme avait l'air d'être quelqu'un de remarquable. Elle l'était, et vous lui ressemblez plus que vous ne le pensez. Le programme Le Miroir de l'Intégrité fut lancé début janvier. Chaque employé participait à un atelier de 3 heures où on les invitait à réfléchir à leurs valeurs fondamentales. Pas de théorie abstraite, pas de code de conduite formel. Juste des questions simples. Qui admirez-vous le plus dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle pense de vous? Quelles actions au travail vous rendraient fiers? Lesquelles vous feraient honte? Élise animait certains ateliers elle-même, assistée de Camille. Au début, les employés étaient méfiants, cyniques même. Un des directeurs commerciaux, un homme d'une 50aine d'années en costume Armani, leva la main lors du premier atelier. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Moreau, c'est très joli tout ça, mais dans le monde réel, l'intégrité ne paie pas les factures. Si je refuse de manipuler un peu les chiffres, mon concurrent le fera et j'aurai perdu le client. C'est naïf de penser autrement. » Élise le regarda calmement. Elle avait anticipé cette objection. « Vous avez des enfants, monsieur ?»« Mercier, oui, 2 fils, 15 et 18 ans. Et qu'est-ce que vous leur dites quand ils trichent à l'école ?» L'homme fronça les sourcils. « Que c'est mal, évidemment, qu'ils doivent réussir par eux-mêmes. Mais s'ils vous répondaient, « Papa, dans le monde réel, tricher ne paie pas les notes. Si je refuse de copier,
quelqu'un d'autre aura de meilleures notes que moi. C'est naïf de penser autrement, que leur diriez-vous? Le silence qui suivit était assourdissant. Monsieur Mercier ouvrit la bouche, la referma, puis baissa les yeux. Vous avez raison, admit-il finalement. Je suis un hypocrite. Non, corrigea doucement Élise. Vous êtes humain. Nous sommes tous tentés de justifier nos compromis, mais la vraie question est, pouvez-vous regarder vos fils dans les yeux et leur dire « Faites ce que je fais, pas ce que je dis » Cette intervention marqua un tournant. Monsieur Mercier devint un des plus fervents supporters du programme, allant jusqu'à refuser publiquement un contrat lucratif parce que le client demandait des pratiques douteuses. Le contrat alla à un concurrent, mais Mercier gagna quelque chose de plus précieux, le respect de ses collègues et de ses fils. Les histoires comme celle-là commencèrent à se multiplier. Une comptable refusa de falsifier un rapport, risquant sa prime annuelle, mais fut finalement promue pour son intégrité. Un vendeur avoua avoir surfacturé un client par erreur et lui remboursa la différence. Le client, impressionné, doubla sa commande. Lentement, imperceptiblement, la culture de l'entreprise changeait. Mais tous les changements ne furent pas faciles. En février, Élise découvrit un problème majeur dans le département de production. Le responsable qualité, un homme nommé Bernard Fontaine, employé depuis 20 ans, était accusé par plusieurs subordonnés de valider des produits défectueux pour tenir les délais de livraison. Élise demanda un rendez-vous avec lui. Fontaine arriva dans son bureau avec une attitude défensive, les bras croisés. « Je sais pourquoi vous voulez me voir. Ces accusations sont ridicules. Mes équipes sont juste des pleurnicheurs qui cherchent un bouc émissaire. Monsieur Fontaine, je n'accuse personne. Je veux juste comprendre. Est-il vrai que certains produits ont été expédiés malgré des défauts mineurs? Mineurs, exactement. On parle de petites imperfections cosmétiques, pas de problème de sécurité. Si on devait refaire chaque pièce qui a une micro-rayure, on ne livrerait jamais rien à temps. Mais les clients paient pour la perfection. C'est la promesse de Valmont Industries. La promesse de Valmont Industries est aussi de livrer à temps. Vous savez ce qui se passe si on rate une date de livraison? Des pénalités, des clients mécontents, peut-être même des poursuites. Alors oui, parfois, je fais des compromis. C'est mon travail de trouver l'équilibre entre la qualité et la réalité. Élise reconnut le ton. C'était celui de quelqu'un qui s'était convaincu que ces compromis étaient nécessaires, justifiés, inévitables. Monsieur Fontaine, puis-je vous poser une question personnelle? Vous avez une photo de famille sur votre bureau. Qui sont ces personnes? Il parut déstabilisé par le changement de sujet. Ma femme et ma fille. Pourquoi? Votre fille, quel âge a-t-elle? 23 ans. Elle termine ses études d'ingénieur. Elle doit être fière de vous. 20 ans dans la même entreprise, responsable qualité d'une marque prestigieuse. Fontaine se détendit légèrement. Oui, elle m'admire beaucoup, je crois. Si elle savait que vous laissez passer des produits défectueux pour tenir des délais, elle serait toujours aussi fière. Le visage de Fontaine se ferma instantanément. Ce n'est pas juste. Vous ne comprenez pas la pression. Vous avez raison, je ne comprends pas complètement. Mais je comprends ceci. Chaque fois que vous validez un produit que vous savez imparfait, vous dites à votre fille que l'intégrité professionnelle a un prix et que ce prix est acceptable. Est-ce vraiment le message que vous voulez lui transmettre? Fontaine resta silencieux longtemps, puis à la surprise d'Élise, ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas devenir cette personne », murmura-t-il. « Au début, je refusais tout compromis. Mais année après année, les pressions augmentaient, les objectifs devenaient plus agressifs, les délais plus courts, les marges plus serrées. Alors j'ai commencé à faire des petites exceptions. Juste pour cette fois, je me disais. Juste pour ce client important. Et maintenant, je ne sais même plus où est la ligne. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle voyait dans cet homme ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait gardé les 1000 €. Une personne qui se perd à petits compromis, jusqu'à ne plus se reconnaître. Monsieur Fontaine, il n'est jamais trop tard pour retrouver la ligne, pour recommencer à faire les bons choix. Mais les délais, les objectifs. Parlons-en avec Monsieur Valmont. Il faut qu'il comprenne que des objectifs qui forcent les employés à compromettre leur intégrité sont des objectifs toxiques. Ça fait partie du changement de culture. La réunion avec Julien Valmont fut tendue. Le directeur commercial, présent aussi, explosa quand Fontaine admit avoir laissé passer des produits défectueux. Vous rendez-vous compte des conséquences? Si un client découvre ça, c'est notre réputation qui est en jeu.
Des décennies de prestige, anéanties. Exactement, intervint Élise. C'est justement pour ça qu'on doit arrêter. Parce que les compromis s'accumulent, et un jour, tout s'effondre. Regardez ce qui s'est passé avec votre ancien cadre qui détournait des fonds. Ça n'a pas commencé avec 2 millions d'euros. Ça a commencé avec de petits arrangements, de petites falsifications, jusqu'à ce qu'il ne voit plus de différence entre son argent et celui de l'entreprise. Julien Valmont écoutait, les doigts joints devant son visage. Finalement, il parla. « Madame Moreau a raison. Ces derniers mois m'ont ouvert les yeux sur quelque chose que je refusais de voir. Nous avons créé un système qui punit l'intégrité et récompense les compromis. Des délais impossibles, des objectifs inatteignables, des pressions constantes. Et après, on s'étonne que les gens trichent. » Il se tourna vers le directeur commercial. « À partir de maintenant, nous révisons tous les objectifs. Ils doivent être ambitieux mais réalistes. Et s'il faut choisir entre tenir un délai et maintenir notre qualité, on maintient notre qualité. Toujours. Notre réputation est construite sur l'excellence, pas sur la rapidité. » Le directeur commercial voulut protester, mais Valmont leva la main. « C'est non négociable. Si des clients ne sont pas contents de nos délais, qu'ils aillent ailleurs. Je préfère perdre des clients que perdre notre âme. » Fontaine, qui était resté silencieux, les épaules voûtées, releva la tête. « Monsieur, je voudrais proposer quelque chose. Donnez-moi 3 mois pour réorganiser mon département, pour former mes équipes à ne faire aucun compromis sur la qualité, quelles que soient les pressions. Si je n'y arrive pas, je démissionne. Mais donnez-moi cette chance de prouver qu'on peut faire les choses correctement. » Julien hocha lentement la tête. « D'accord, 3 mois. Madame Moreau vous aidera. » Après la réunion, Fontaine s'approcha d'Élise dans le couloir. « Merci, dit-il simplement. Vous m'avez sauvé de moi-même. Je n'ai rien fait. Vous aviez juste besoin qu'on vous rappelle qui vous voulez être. » En mars, le programme Le Miroir de l'intégrité avait touché plus de 150 employés. Les changements étaient visibles. Les réunions commençaient par un moment de réflexion éthique. Les décisions importantes étaient évaluées non seulement sur leur rentabilité, mais aussi sur leur alignement avec les valeurs de l'entreprise. Les employés n'hésitaient plus à soulever des préoccupations éthiques, sans craindre de représailles. Mais le vrai tournant survint lors du conseil d'administration trimestriel. Julien Valmont présenta les résultats financiers. Les ventes avaient baissé de 8% par rapport au trimestre précédent. Un silence glacial tomba sur la salle. Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. « Monsieur Valmont, » commença un des administrateurs, un homme aux cheveux argentés en costume impeccable, « ces chiffres sont préoccupants, très préoccupants. Peut-on savoir ce qui explique cette baisse ? » « Absolument. Nous avons perdu plusieurs gros contrats parce que nous avons refusé certaines pratiques commerciales douteuses que nos concurrents acceptent. Nous avons aussi ralenti notre production pour garantir une qualité irréprochable, ce qui a retardé certaines livraisons. » Le murmure dans la salle devint grondement. « Vous avez volontairement sacrifié des revenus ?» Un autre administrateur, une femme d'une 60aine d'années, semblait incrédule. « Oui, parce que ces revenus avaient un coût que je ne suis plus prêt à payer. Notre intégrité. » Monsieur Valmont, avec tout le respect, l'intégrité ne paie pas les dividendes. « Les actionnaires, l'interrompit Julien avec une fermeté inhabituelle, ont investi dans une marque construite sur l'excellence et la confiance. Si nous compromettions nos valeurs pour des profits à court terme, nous détruirions tout ce qui fait la valeur de Valmont Industries. C'est un mauvais investissement, pas un bon. » Il fit signe à Élise, assise au fond de la salle. Elle n'avait jamais participé à un conseil d'administration auparavant et se sentait terriblement mal à l'aise. « J'aimerais vous présenter Madame Élise Moreau, notre coordinatrice du programme d'éthique. Elle va vous expliquer ce qui se passe réellement dans cette entreprise. » Élise se leva les jambes tremblantes. Tous ces regards de puissants investisseurs braqués sur elle, cette ancienne femme de ménage qui osait leur parler de stratégie d'entreprise. « Mesdames, messieurs, » commença-t-elle, la voix moins assurée qu'elle l'aurait voulu. « Il y a 3 mois, cette entreprise avait un problème qu'elle refusait de voir. Ses employés mentaient, trichaient, prenaient des raccourcis, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que le système les y poussait. Chaque jour, des décisions étaient prises qui érodèrent la réputation que vous croyez protégée. » Elle marqua une pause, respirant profondément. « La baisse de revenus que vous voyez n'est pas un échec, c'est le coût de la réparation.
C'est le prix qu'on paie pour nettoyer les dégâts avant qu'ils ne deviennent une catastrophe. Parce que si nous avions continué comme avant, tôt ou tard, un scandale aurait éclaté. Un client aurait découvert nos compromis. Un employé aurait parlé à la presse. Un audit aurait révélé nos pratiques douteuses. Et ce jour-là, vous n'auriez pas perdu 8% de revenus. Vous auriez tout perdu. Le silence était maintenant d'une qualité différente. Ils écoutaient. Monsieur Valmont ne vous demande pas de sacrifier les profits pour la morale. Il vous demande de comprendre que la morale est le fondement des profits durables. Les clients achètent Valmont parce qu'ils font confiance à la marque. Les employés travaillent pour Valmont parce qu'ils sont fiers d'y travailler. Les partenaires s'associent à Valmont parce qu'ils savent que nous tenons nos promesses. Tout ça, c'est de l'intégrité, et ça vaut beaucoup plus que 8% de revenus trimestriels. Elle se rassit, le cœur battant. Avait-elle été trop directe, trop arrogante? Qui était-elle pour leur faire la leçon? L'administrateur aux cheveux argentés se leva lentement. Élise s'attendait à une réprimande cinglante. « Madame Moreau, je dois vous dire quelque chose. Il y a 30 ans, j'ai investi dans une petite entreprise technologique prometteuse. Elle avait un produit révolutionnaire, des projections financières spectaculaires. J'ai mis beaucoup d'argent dedans. 2 ans plus tard, il s'est avéré que les fondateurs falsifiaient leurs chiffres, trompaient leurs clients, exploitaient leurs employés. L'entreprise s'est effondrée en 6 mois. J'ai tout perdu. » Il regarda Julien, puis Élise. « Depuis, je cherche des entreprises qui ont ce que celle-là n'avait pas, un fondement moral solide. Je pensais que Valmont l'avait. Puis, ces dernières années, j'ai commencé à en douter. Mais aujourd'hui, en vous écoutant, je réalise que cette entreprise est en train de retrouver ce fondement. Et oui, ça coûte cher à court terme. Mais à long terme, c'est l'investissement le plus intelligent qu'on puisse faire. » Il se tourna vers les autres administrateurs. « Je propose qu'on soutienne pleinement la stratégie de Monsieur Valmont et qu'on donne à Madame Moreau les ressources dont elle a besoin pour étendre son programme à tous les niveaux de l'entreprise. » Un par un, les autres administrateurs hochèrent la tête, certains avec enthousiasme, d'autres avec réticence, mais tous avec acceptation. Le vote fut unanime. Après le conseil, Julien rattrapa Élise dans le couloir. Elle tremblait encore d'adrénaline et d'émotion. « Vous avez été magnifique là-dedans. J'ai cru que j'allais vomir. » Il rit. « Moi aussi la première fois. Mais vous leur avez dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Pas ce qu'ils voulaient entendre, ce qu'ils avaient besoin d'entendre. C'est la différence entre un conseiller et un leader. Je ne suis pas un leader, Monsieur Valmont. Je suis juste quelqu'un qui essaie de faire ce qui est juste. C'est exactement ça, un leader. » Ce soir-là, quand Élise rentra chez elle, Chloé pratiquait son violon. Madame Blanchard avait raison. Sa fille avait vraiment du talent. Les notes coulaient avec une fluidité et une émotion qui donnaient la chair de poule. « C'était beau, mon cœur. » Chloé s'arrêta, souriant. « Madame Blanchard dit que je pourrais auditionner pour le conservatoire l'année prochaine. Tu te rends compte, maman? Le vrai conservatoire. » Élise s'agenouilla devant sa fille, prit ses petites mains dans les siennes. « Je suis tellement fière de toi. Non pas parce que tu joues bien du violon, même si c'est vrai, mais parce que tu travailles dur, que tu ne te plains jamais, que tu restes douce et gentille malgré tout ce qu'on a traversé. C'est grâce à toi, maman. Tu m'as appris qu'on peut être gentil même quand c'est difficile. Que faire ce qui est bien, c'est plus important que faire ce qui est facile. » Élise sentit les larmes couler. « Quand as-tu grandi autant? » « J'ai toujours été grande, » répondit Chloé avec sérieux. « Tu ne remarquais juste pas parce que tu étais trop fatiguée. Je ne serai plus jamais trop fatiguée pour te remarquer. Promis. » Les mois suivants apportèrent d'autres défis, d'autres victoires, d'autres transformations. Fontaine réussit à réorganiser son département, réduisant même les délais de production en éliminant le temps perdu à refaire les pièces défectueuses. Le directeur commercial, initialement hostile au programme, devint un de ses plus ardents défenseurs, après avoir gagné un contrat majeur parce qu'un client avait entendu parler de la nouvelle éthique de Valmont. En juin, l'entreprise organisa une grande cérémonie pour célébrer les 6 mois du programme « Le miroir de l'intégrité ». Tous les employés étaient réunis dans un hôtel luxueux loué pour l'occasion. Julien Valmont monta sur scène pour prononcer un discours. « Il y a 1 an, commença-t-il, j'étais un homme perdu. J'avais construit un empire, mais j'avais perdu son âme. J'étais entouré de centaines d'employés, mais je ne connaissais personne. J'avais tout, mais je me sentais vide. » Il fit une pause, parcourant l'assistance du regard. Puis une femme est venue me voir.
Une femme que je ne connaissais pas, même si elle travaillait pour moi depuis 7 ans. Elle avait toutes les raisons de garder un argent qu'elle trouvait sur son compte. Toutes les raisons de se dire que personne ne le remarquerait, que ce n'était pas grave. Mais elle a choisi autrement. Elle a choisi l'intégrité plutôt que l'opportunité. Et en faisant ce choix, elle m'a rappelé qui j'avais voulu être quand j'avais repris cette entreprise. Il tendit la main vers Élise, assise au premier rang à côté de Camille. « Madame Élise Moreau, pourriez-vous nous rejoindre ?» Élise se leva sous les applaudissements, montant sur scène avec des jambes flageolantes. De là-haut, elle voyait tous ces visages, des visages qu'elle connaissait maintenant, des histoires qu'elle avait entendues, des vies qu'elle avait touchées. Madame Moreau ne voulait pas que je fasse ce discours, continua Julien avec un sourire. Elle pense que l'honnêteté ne devrait pas être célébrée parce qu'elle devrait être normale. Et elle a raison. Mais nous vivons dans un monde où l'honnêteté est devenue exceptionnelle. Et tant que ce sera le cas, nous devons célébrer ceux qui nous rappellent comment nous devrions tous vivre. Il sortit une enveloppe de sa poche. « Madame Moreau, au nom du conseil d'administration et de tous les employés de Valmont Industries, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes promue directrice de l'éthique et de la culture d'entreprise. Votre salaire est doublé et vous disposerez d'une équipe de 5 personnes pour étendre votre programme à l'international. » Les applaudissements explosèrent. Élise prit l'enveloppe d'une main tremblante, incapable de parler. Directrice, équipe de 5 personnes, salaire doublé. 1 an plus tôt, elle nettoyait les toilettes de ce même hôtel pour des événements d'entreprise. Mais surtout, ajouta Julien, et sa voix se brisa légèrement, vous m'avez redonné foi en l'humanité. Vous m'avez montré que mon épouse avait raison. La vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans la personne qu'on choisit d'être. Merci, Madame Moreau. Merci d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Merci d'avoir montré à cette entreprise ce que signifie vraiment l'intégrité. Élise prit finalement le micro, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne sais pas quoi dire. Il y a 1 an, j'étais invisible. Aujourd'hui, je suis ici devant vous tous. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Je ne suis pas spécial. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait ce que ma mère m'avait appris à faire, choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Elle regarda l'assistance, ces centaines de visages attentifs. Chacun de vous fait ce choix tous les jours, peut-être pas avec 1000 €, mais avec de petites décisions qui semblent insignifiantes. Un mensonge par omission, un raccourci qui compromet la qualité, un silence face à l'injustice. Chacune de ces décisions vous définit. Pas ce que vous dites croire, mais ce que vous faites réellement quand personne ne regarde. Elle prit une profonde inspiration. J'ai une fille de 8 ans qui s'appelle Chloé. Tout ce que je le fais en pensant à elle. Pas parce que je veux qu'elle me voie comme une héroïne, mais parce que je veux qu'elle grandisse en sachant qu'on peut vivre selon ses valeurs, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Vous avez tous des Chloé dans votre vie. Vos enfants, vos parents, vos amis, les gens que vous admirez. Vivez pour eux. Soyez la personne qu'ils pensent que vous êtes. Elle rendit le micro à Julien, mais celui-ci le lui redonna. Une dernière chose. Quelqu'un de très spécial est dans la salle aujourd'hui. Chloé, tu peux venir. Au fond de la salle, accompagnée de Madame Rousseau, Chloé se leva timidement. Élise lui fit signe de la rejoindre sur scène. Sa fille courut vers elle, et Élise la souleva dans ses bras malgré son âge. Voilà ma Chloé, mon miroir de l'intégrité. La raison pour laquelle je me lève chaque matin et j'essaie d'être meilleur. Et je veux que vous sachiez tous que vous aussi, vous avez ce miroir. Cette personne qui vous regarde et qui vous fait vouloir être meilleur. Ne la décevez pas. Ne vous décevez pas vous-même. L'ovation fut assourdissante. Des employés pleuraient ouvertement. D'autres souriaient, essuyant discrètement leurs yeux. Quelque chose avait changé dans cette salle. Une graine plantée avait fleuri. 6 mois plus tard, en décembre, presque exactement 1 an après le fameux test des 1000 €, Élise se tenait dans la petite salle de concert du conservatoire municipal du 11e. Chloé allait jouer son premier solo public, une pièce de Bach qu'elle avait travaillée pendant des mois. Autour d'Élise, il y avait Madame Rousseau, bien sûr, mais aussi plusieurs collègues de Valmont Industries, Camille, Fontaine et sa fille ingénieure, Monsieur Mercier et ses 2 fils, même Madame Leclerc qui avait insisté pour venir. Et au premier rang, Julien Valmont, tenant dans ses mains une photo encadrée de sa femme Catherine. Elle aurait voulu être là, lui avait-il dit avant le concert. Elle adorait encourager les jeunes talents.
Les lumières s'éteignirent. Chloé entra sur scène, toute petite dans sa robe noire, son violon sous le bras. Elle trouva le regard de sa mère dans le public, sourit, puis positionna son archet. Les premières notes s'élevèrent, pures et cristallines. Élise ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. C'était le son du travail acharné, des sacrifices consentis, des bons choix faits jour après jour. C'était le son de l'espoir réalisé. Quand Chloé termina, le silence dura une seconde. Cette seconde magique où le public retient son souffle avant d'exploser en applaudissements. Puis la salle se leva comme un seul homme. Ovation debout pour cette petite fille de 8 ans qui jouait comme si sa vie en dépendait. Élise applaudissait aussi, les joues trempées de larmes heureuses. Elle pensait à tout le chemin parcouru. 1 an. Un seul an depuis ce matin où elle avait découvert 1 000 € sur son compte. 1 an depuis qu'elle avait fait le choix qui avait changé sa vie. Non, le choix n'avait pas changé sa vie. Il avait révélé qui elle était vraiment. Et cette révélation avait permis au reste de suivre. Après le concert, dans le hall du conservatoire, Madame Blanchard s'approcha d'Élise avec une enveloppe. « Madame Moreau, j'ai le plaisir de vous annoncer que Chloé a été acceptée dans le programme préparatoire du Conservatoire de Paris. Elle commencera l'année prochaine. C'est une immense opportunité. Seulement 20 élèves par an sont sélectionnés. » Élise prit l'enveloppe, incapable de parler. Le Conservatoire de Paris. Le rêve qu'elle n'avait même pas osé rêver pour elle-même, sa fille allait le vivre. « Maman ?» Chloé tirait sur sa manche, les yeux brillants. « Ça veut dire que je peux vraiment devenir musicienne ? Ça veut dire que tu peux devenir tout ce que tu veux, mon cœur. Parce que tu as du talent, oui, mais surtout parce que tu as appris la chose la plus importante. On atteint ses rêves non pas en prenant des raccourcis, mais en travaillant dur et en restant fidèle à soi-même. » Julien Valmont s'approcha, la photo de Catherine toujours dans ses mains. Elle aurait été si fière d'elle et de vous. Merci pour tout, pour avoir cru en moi alors que je ne croyais pas en moi-même. Je n'ai fait que vous donner l'opportunité. Vous avez fait tout le reste. Il marqua une pause. Vous savez, ce test des 1 000 €, je l'ai fait pour trouver les malhonnêtes. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une personne qui m'a rappelé pourquoi tout ça en vaut la peine. Vous ne m'avez pas juste rendu 1 000 € Madame Moreau. Vous m'avez rendu l'espoir. Ce soir-là, dans leur appartement, le même petit appartement du 19e, car Élise avait décidé de ne pas déménager tout de suite, préférant économiser pour l'avenir de Chloé, mère et fille s'assirent côte à côte sur le canapé défoncé. « Maman, tu te souviens quand je t'ai demandé si on pouvait aller à Disneyland ? » « Oui, mon cœur. On pourrait y aller maintenant si on voulait. »« Oui, on pourrait. Mais on ne va pas y aller, hein ?» Élise regarda sa fille avec surprise. « Pourquoi tu dis ça ? » ?»« Parce que ce n'est plus aussi important. Avant, je voulais y aller parce que les autres enfants y allaient et que je me sentais différente. Mais maintenant, je suis différente pour de bonnes raisons. J'ai des cours au conservatoire. J'ai une maman qui est directrice. J'ai appris que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les mêmes choses que les autres, c'est d'avoir une vie dont on peut être fier. » Élise serra sa fille contre elle, le cœur débordant d'amour et de fierté. « Tu sais quoi, mon cœur ? On va quand même aller à Disneyland. Parce qu'on peut se permettre les deux maintenant. Une vie dont on est fier et des moments de pure joie. On les a mérités. Tous les deux. » Chloé sourit, puis redevint sérieuse. « Maman, quand je serai grande, je veux être comme toi. Pas comme les musiciens célèbres, pas comme les gens riches, comme toi. Quelqu'un qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu es déjà comme ça, mon amour. Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Élise s'assit à la fenêtre de sa minuscule cuisine, regardant Paris scintiller dans la nuit. Quelque part là-bas, dans des bureaux luxueux, dans des appartements haussmanniens, dans des restaurants étoilés, des gens faisaient des choix entre l'opportunité et l'intégrité, entre la facilité et la justesse, entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils devaient faire. Et grâce à une décision qu'elle avait prise 1 an plus tôt, la décision de rendre 1 000 € qui ne lui appartenaient pas, peut-être que quelques-uns de ces gens feraient le bon choix. Peut-être que l'histoire d'une femme de ménage qui avait refusé la tentation se propagerait, inspirerait, transformerait, pas parce qu'elle était une héroïne, pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle avait prouvé quelque chose d'essentiel, que l'intégrité n'est pas un luxe réservé aux riches ou aux puissants. C'est un choix accessible à tous, indépendamment de notre statut, de notre éducation, de notre situation.
Le test ne s'était pas terminé quand elle avait rendu les 1000 euros. Le test continuait chaque jour, dans chaque décision, grande ou petite. Et elle continuerait à le passer encore et encore, parce que c'était ce qui faisait d'elle la personne qu'elle voulait être, la personne que sa fille pouvait admirer, la personne qui dormait la conscience tranquille, la personne qui, quand elle se regardait dans le miroir, pouvait se regarder dans les yeux sans honte. Et ça valait infiniment plus que 1000 euros, ça valait tout. Épilogue, 2 ans plus tard. Élise Moreau se tenait devant une salle de conférence de 300 personnes à la Sorbonne. Elle avait été invitée à parler lors d'un symposium international sur l'éthique en entreprise. 2 ans plus tôt, elle nettoyait les couloirs de cette même université après les conférences. « On me demande souvent, dit-elle au micro, sa voix claire et assurée maintenant, si je regrette d'avoir rendu ces 1000 euros. Si, avec le recul, je ne me dis pas que j'aurais pu les garder et que personne n'aurait su. » Elle fit une pause, parcourant l'audience du regard. Et ma réponse est toujours la même. Quelqu'un aurait su. Moi. Et c'est la seule personne à qui je dois rendre des comptes à la fin de chaque journée. Quand je me regarde dans le miroir le soir, je veux voir quelqu'un que je respecte. Quelqu'un dont ma fille peut être fière. Quelqu'un qui a choisi de vivre selon ses valeurs plutôt que selon ses besoins. Dans le public au premier rang, Chloé, maintenant 10 ans, écoutait sa mère avec une attention absolue. À côté d'elle, Julien Valmont, qui avait insisté pour venir soutenir Élise lors de cette conférence prestigieuse. Le programme que nous avons développé à Valmont Industries a maintenant été adopté par 12 autres entreprises en France et à l'international, continua Élise. Pas parce qu'il promet des profits immédiats, mais parce qu'il promet quelque chose de plus précieux. Une culture où les employés ne se sentent pas obligés de choisir entre leur conscience et leur carrière. Où faire ce qui est juste n'est pas un acte de courage. C'est juste la norme. À la fin de la conférence, une jeune femme s'approcha d'Élise, les yeux rougis. « Madame Moreau, je travaille dans une banque. Hier, on m'a demandé de falsifier un rapport pour un client important. J'étais prête à le faire parce que j'ai peur de perdre mon travail. Mais en vous écoutant aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne peux pas. Même si ça me coûte mon emploi, je ne peux pas. » Élise prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « Vous ne perdrez pas votre emploi pour avoir fait ce qui est juste. Et si vous le perdez, vous trouverez un autre employeur qui valorise votre intégrité. Croyez-moi, j'ai été là où vous êtes. J'ai eu peur, mais faire le bon choix ne m'a pas détruite. Ça m'a transformée. » Sur le chemin du retour dans le métro, Chloé demanda à sa mère « Maman, tu es célèbre maintenant ?» Élise rit. « Non, mon cœur, je ne suis pas célèbre. Mais tu as parlé devant 300 personnes. Des gens te reconnaissent dans la rue. Des journaux écrivent des articles sur toi. Ce n'est pas moi qu'ils célèbrent, Chloé. C'est l'idée que n'importe qui, peu importe d'où il vient, peut faire une différence en faisant simplement ce qui est juste. Je suis juste un exemple. Mais il y a des milliers de gens comme moi qui font les bons choix chaque jour sans que personne ne le sache. Ce sont eux, les vrais héros. Tu es mon héros à moi. » Élise embrassa le front de sa fille. « Et tu es le mien. » Ce soir-là, dans leur appartement, qu'elle n'avait toujours pas quitté par choix maintenant plutôt que par nécessité, Élise ouvrit son ordinateur et écrivit dans son journal une habitude qu'elle avait prise depuis 2 ans. « Aujourd'hui, j'ai parlé à 300 personnes de la décision qui a changé ma vie. Mais en réalité, ma vie n'a pas changé. C'est moi qui ai changé. J'ai arrêté d'être invisible en refusant de me rendre invisible. J'ai arrêté d'être impuissante en prenant le pouvoir de mes propres choix. Le test des 1000 euros n'était pas un test de mon honnêteté, c'était un test de mon identité. Qui étais-je quand personne ne regardait? Qui voulais-je être pour ma fille, pour moi-même? J'ai découvert que l'intégrité n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on construit, choix après choix, jour après jour. Certains jours, c'est facile. D'autres jours, c'est la chose la plus difficile du monde. Mais chaque fois que je choisis l'intégrité plutôt que l'opportunité, je deviens un peu plus la personne que je veux être. Et cette personne dort bien la nuit. Cette personne peut regarder sa fille dans les yeux sans honte. Cette personne possède quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. La paix intérieure. 1000 euros. C'était juste 1000 euros. Mais en les rendant, j'ai gagné infiniment plus. J'ai gagné le respect de moi-même. Et ça n'a pas de prix. Elle referma l'ordinateur et alla embrasser sa fille endormie, son violon, un vrai violon maintenant, pas en peluche, posé soigneusement à côté de son lit.
Dans la lueur douce de la lampe de chevet, Élise regarda autour d'elle. Le même appartement, les mêmes murs. Mais tout était différent parce qu'elle était différente. Elle avait été testée. Elle avait choisi. Et ce choix avait fait toute la différence. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle avait touchés. Pour une entreprise qui avait retrouvé son âme. Pour des employés qui avaient redécouvert leur intégrité. Pour une fille qui grandissait en sachant que le caractère compte plus que les circonstances. Le test continuait. Il continuerait toujours. Mais désormais, Élise savait qui elle était, et cette certitude valait tous les trésors du monde.